ma vie c'était ma play, mon ordi, et finalement je faisais pas grand chose de ma vie. Et puis à un moment, à la fin de la récré a sonné. Je pense qu'on fait à peu près 30% de croissance annuelle en termes de chiffre d'affaires, ce qui nous amène cette année autour de 50 millions consolidés groupes. Et en gros, on doit continuer à faire une croissance dans ces eaux-là dans les prochaines années. Les amis, vous pouvez ne pas avoir le bac, vous pouvez être déscolarisé à 17 ans, vous pouvez vivre des choses comme la perte de votre papa, vous pouvez planter une première boîte tout en remontant une deuxième et faire partie des 1% les plus riches selon l'INSEE. Tu t'es fait banane par quelqu'un qui a pas pu te payer ? Ah ouais, moi c'était un montant de 700 000 euros. Ouais, ouais bah ça pique un peu. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Oui, je vérifie, ça enregistre bien, on est good, on peut commencer ce super podcast. Je suis avec quelqu'un qui revient de chez le barbier et qui a bien bronzé. C'était du off ça, c'était du off. Quelle belle intro. Comment ça va Thomas ? Très fort, très bien, merci beaucoup effectivement. Retour de vacances. On est où là ? Merci de m'accueillir. On est où ? On est à Belleville, au studio de Story, qui fait de la captation vidéo, de la production de contenu pour les réseaux sociaux, qui fait partie des activités de Mob Success. Bon, j'allais dire c'est une petite partie. Déjà, je préfère le dire parce que les gens n'aiment pas se vendre, mais j'ai un serial entrepreneur en face de moi qui va nous raconter tous ses échecs. Et ses réussites quand même. Il y en a. Non mais on va commencer par les réussites. Tu viens de parler de Story qui est une petite partie de j'allais dire de Mob. On peut dire Mob. On peut dire Mob, on dit Mob. MS comme Microsoft. C'est fort. Beaucoup d'humilité chez mon ami. Non, raconte qu'est-ce que MS, qu'est-ce que Mob Success. Mob, c'est une boîte de garage déjà. C'est une boîte que j'ai montée il y a 10 ans. J'habitais en Corse, presque 10 ans, ce sera 10 ans l'année prochaine. Et au début, pas de grandes ambitions, hein, une boîte pour travailler tout simplement. Pas trop le choix comme j'ai pu te le dire avant. Ouais, on va en parler. Et du coup, le point de départ, c'était, moi j'avais pas mal œuvré dans les applications mobiles, au tout début de l'iPhone, les App Store, etc. Et donc, je cherchais un peu mon renouveau. Et je me suis associé pour la première fois pour monter un business autour de l'acquisition de téléchargements pour les applications. Donc, être un expert sur de l'App Store, du coup, sur les App Store et les Google Play. Et également, la nouveauté de cette boîte par rapport à les boîtes précédentes, c'est aussi essayer de créer un asset technologique fort. Pourquoi ? Parce que j'avais eu plein de bonnes idées précédemment, des fois en tant que précurseur, et finalement, des idées très duplicables, très copiables, et finalement avec peu de valeur tech. Donc j'avais peu de barrières à l'entrée en fait. Peu de barrières à l'entrée, d'autant plus que moi, encore une fois, j'habitais en Corse à ce moment-là. Donc, et j'étais pas du sérail parisien, et en même temps, j'avais des idées qui étaient facilement copiables. Donc autant dire que je me suis fait largement copier à plusieurs reprises. Et je sentais bien qu'il fallait avoir une barrière supplémentaire. Et donc voilà, et comme j'étais un peu geek tech de nature, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire dans cet univers ? Qu'est-ce que je peux monter ? Et en fait, le premier asset techno qu'on a monté, désolé pour le jargon, c'est un DSP programmatique. Oh, je sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un DSP ? DSP ? Ouais, une Demand-Side Platform. Ah ouais, j'aurais pas d'idée. Et en fait, c'était au moment, en 2015, où le marché était en train un peu de muter et tous les emplacements publicitaires digitaux commençaient à passer aux enchères. Ok. Précédemment, les régies publicitaires vendaient leurs espaces en gré à gré. Donc, tu venais de voir, tu veux 10 000 impressions sur le bon coin, c'est tel montant, merci, au revoir. Il n'y avait pas de négo ? Alors, il y a de la négo, mais en tout cas, on programmait. C'était une négo. Voilà. La programmatique, ce qui fait sa révolution, c'est qu'en fait, chaque emplacement, chaque espace est vendu de manière unitaire, en temps réel. Et donc, du coup, toutes les millisecondes, on reçoit des opportunités d'acheter un emplacement en disant le bon coin, tel emplacement, tel prix plancher. Et à nous de décider, ou que les algorithmes décident, si on doit oui ou non enchérir sur cet emplacement. Et si on gagne cet emplacement, on affiche. Ok. Donc, et ta première boîte, elle permettait quoi dedans, du coup ? Alors, la première brique, pardon, de Mob. La première brique, c'était acheter ces emplacements dans une logique de performance pour générer du téléchargement sur les applications mobiles. Okay. Donc, j'achetais des emplacements sur les applications mobiles pour faire du téléchargement d'autres applications mobiles de mes annonceurs. Donc, c'est comme ça que ça a démarré, mais finalement, c'était un asset technologique qui avait un peu le vent en poupe et qui commençait à être un peu connu. Ça démarrait. En tout cas, c'était...
Et puis, c'était l'opportunité pour moi, toujours en Corse, d'avoir finalement accès à des inventaires publicitaires qui sont habituellement, on va dire, moins accessibles tout d'un coup, parce que j'avais une techno, je pouvais acheter un emplacement sur Le Figaro, sur Le Bon Coin, sur Météo France, alors que j'étais, entre guillemets, personne, et j'étais une toute petite structure, et c'est ce qui faisait la force et l'opportunité de tout ça. Donc, on a monté ça à 2 au tout départ, mais... donc c'est de la pub à la base. C'est de la pub, c'est de l'acquisition payante, mais avec vraiment un focus application. 9 ans plus tard, c'est quoi? Et après, on va en reparler, on va repartir là-dessus. 9 ans plus tard, déjà, c'est un groupe. Alors, ça peut paraître un peu... Aïe, aïe. Ouais, ça peut paraître pompeux. Ça fait des acquisitions. Non, mais ça peut paraître pompeux, mais c'est finalement un peu ce que c'est, parce qu'effectivement, on a pas mal d'activités au sein du groupe, des filiales, des acquisitions. Donc, c'est un groupe de marketing digital, très orienté performance. Et c'est toujours une combinaison de tech et d'expertise. Donc, en gros, c'est un besoin client, une réponse d'expert, et comment la tech peut nous aider à être plus efficient, à mieux cibler, plus efficace, etc. Donc, il y a toujours vraiment cet ADN très, très tech. Il y a un côté créa dedans ou pas forcément? Il y a aussi un côté créa qui est incarné par Story. Donc, Story, effectivement, c'est l'agence social brand content qui fait 3 activités, aussi bien toute la partie création des assets créatifs pour la partie publicitaire payante, de la production audiovisuelle pour les réseaux sociaux et de la stratégie aussi de contenu. Donc, c'est eux qui écrivent la strate de contenu d'une marque. Qu'est-ce que tu dois publier sur les réseaux? Pourquoi? Quelle est ta cible? Est-ce que tu dois aller sur TikTok? Oui, non. Voilà, donc ils répondent à tout ça. Donc voilà, donc effectivement, plusieurs activités, des clients qui peuvent être clients d'une seule activité ou de plusieurs, et des équipes indépendantes, mais une structuration de groupe qui permet aussi d'avoir des équipes transverses qui pilotent l'ensemble. J'ai une mini question avant de rentrer dans le vif du sujet. Et avant ça, pour que les gens comprennent, on va faire un tour dans ta tête. Ça s'appelle Dans la tête d'un CEO. Et entre guillemets, je prends ça au mot. Et je veux vraiment faire un tour dans ta tête. Il y a un petit spoil, je crois que tu n'as pas le bac. Non, tu m'as dit, j'ai pas le bac. Je l'ai pas raté, je l'ai pas passé. Voilà, donc, tu m'as dit aussi, je ne lis pas. Alors, je ne dis pas, ouais. Mais attends, on va en parler. Oui. Moi, je le dis tout le temps. Je suis un piètre lecteur. On voulait me payer pour que je lise plus jeune. Mais c'est bien, ça nous a permis, je pense, toi comme moi, de développer, tu vois, d'autres skills. On va en parler. Avant ça, juste une question qui me concerne. Moi, je veux créer d'autres projets. Je t'en parlerai en off. Pas à mes auditeurs. Pas encore. Non, plus sérieusement, est-ce que tu peux commencer une boîte comme Mob Success en étant un groupe? La question que je me dis, c'est est-ce que t'as pas... Ouais, c'est trop dur, sinon tu t'éparpilles et on comprend pas quitter. Non, mais nous, ça a plus été les opportunités qui ont fait qu'on a eu des activités qui sont développées de part et d'autre et aussi des opportunités d'acquisition. Et ça devenait un petit peu justement un joyeux bordel parce qu'il fallait aussi consolider tout ça en termes de marketing, et on y est encore, c'est-à-dire comment être identifié, qu'est-ce que tu es réellement, comment on se définit. Et tu parleras, tu vois, on est environ 180, tu demandes la définition de Mob Success aux 180 personnes. Je ne vais pas dire que tu risques d'avoir différentes façons de décrire ce qu'on fait. Ça dépend des use cases, du client. Exactement. Donc là, justement, c'est aussi pour ça qu'on s'est défini en tant que groupe. C'est pour créer du lien entre les entités, les solutions et les gens. Parce que c'est aussi ça, que les gens aient un sentiment d'appartenance globale. Donc c'est quand même la vision, c'est qu'à la fin, tu vois, il y a des groupes qui consolident, mais qui finalement gardent beaucoup les entités côte à côte, avec très peu de synergie, même commerciale, etc. C'est plus des synergies financières. Nous, c'est qu'on a un parti pris quand même différent. Il y a quand même une thèse, on va dire, autour du marketing digital. Et ensuite, que ce soit une acquisition ou une création d'activité, c'est quand même tout de suite créer du lien. Le but, c'est de garder ton client et de l'upsell sur plein d'autres choses. Effectivement, et puis parce qu'un client qui travaille qui collabore avec nous sur plusieurs solutions, il a besoin d'avoir un interlocuteur unique, quelle que soit la solution. C'est aussi pour que les gens apprennent des autres. Parce que finalement, quand tu as un pôle conseil qui est dédié à une des branches d'activité, pourquoi finalement ils ne bossent pas tous ensemble? Parce qu'ils peuvent aussi apprendre les uns des autres. Donc, ouais, c'est tous ces enjeux. Et puis, c'est aussi de la mutualisation. C'est finalement, si tu fais un groupe pour avoir autant d'entités, autant de structuration, on va dire, pour chaque entité, en fait, tu n'as plus forcément beaucoup d'intérêt d'avoir un groupe. Et tu peux faire aussi des boîtes à part. Donc, vous les pilotez en différents... Juste, ça c'est ma curiosité, d'un point de vue CA et d'un point de vue renta.
Est-ce que tu peux les piloter de manière différente? Ouais, ce sont des PNL dédiés, Ok. même qui sont fictifs parfois parce que c'est pas forcément une entité juridique distincte, mais par contre c'est un PNL dédié. Sur Donc, l'activité. Sur l'activité, ouais, Ok, tout à fait. une Donc il y a facile. des coûts qui sont en groupe et qui sont ensuite répartis sur les activités. Et donc Ok. effectivement, il y a quand même une analyse de Mais tu peux rentabilité. pas avoir cette analyse de dire ça c'est un produit d'appel sur lequel on marche peu, mais par contre on sait qu'on pourra upsell sur cet autre. Si, ça peut faire partie des réflexions, effectivement. Et puis, il y a même des premières prestations qu'on fait pour des clients sur lesquels on va gagner pas forcément beaucoup d'argent, voire peut-être même en perdre. Mais finalement, le pari, c'est de faire rentrer C'est une acquisition en fait. voilà, le client dans l'écosystème, goûter à l'expérience, entre guillemets, au service qu'on peut lui rendre, et de se dire que derrière, ça peut être un client... Sécurisé. Ouais, et puis... Mettre les menottes. Non, là. mais finalement, ça peut paraître très tactique, mais on est quand même avant tout aussi, enfin, on est très passionné par ce qu'on fait. Donc, on a quand même à cœur de bien faire les choses. Donc, quand on a un client, en fait, on va avant tout le satisfaire et continuer de bosser pour lui. Tu vois, on a la chance de travailler pour des très belles marques, pour des très belles enseignes. Et finalement, bah, tu vois, quand tu as ce privilège, oui, tu as envie de le conserver de manière, on va dire, très financière, mais surtout, tu as aussi envie qu'il soit satisfait de continuer à garder ta référence. Après, souvent de l'humain aussi qui se tisse, parce que finalement, on s'entraide. Tu m'as ôté le mot de la bouche. J'allais dire, en fait, tu dirais que tu es dans un business d'humain, toi? Ou de tech? Alors, la tech sans humain, de toute façon, elle n'existe pas. Donc, on est avant tout une boîte très humaine. Alors, ça paraît un peu le mot valise, tout le monde le dit, c'est beau. J'ai rien dit, hein. Juge-toi tout Non, seul. mais je sais que ça peut paraître tarte à la crème comme ça, mais en réalité, enfin, je pense qu'on peut poser la question à l'ensemble des collabs de Mob. Enfin, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très dans notre ADN, parce qu'on est aussi un peu une boîte d'atypique, tu vois. Moi, mon parcours fait que finalement, je pense que la manière de recruter, la manière de s'entourer, la manière de collaborer avec les gens, finalement, elle est peut-être assez différente de ce qu'on peut trouver plus traditionnellement. Tu vois, quand tu as installé là, tes caméras, tes iPhones, je t'ai dit, mais vas-y, c'est quoi comme modèle, c'est quoi comme truc? En fait, tout m'intéresse rapidement, donc je suis très passionné en fait par... Geek, quoi. Ouais, je suis geek, je suis un geek qui me soigne. Pour l'être de moins en... Enfin, pas pour être de moins en moins, mais parce que tu ne peux pas être que geek quand tu es entrepreneur. Mais ouais, je suis vraiment natif geek. Bon, on va parler humain. On va parler émotion. Je suis sûr que les émotions, c'est un truc qui est prédominant dans l'entrepreneuriat, mais on va parler thunes parce qu'on fait pas ça de manière charitable non plus. Avant ça, j'aimerais revenir à une petite chose. Raconte-moi. Déjà, tu l'as dit au moins 3 fois depuis le début, donc on a capté que tu étais corse. Ah, mais alors, même pas. Ah, donc c'est juste des coups de pression que tu me mets en soum depuis tout à l'heure. Quoi. Non, mais effectivement, je suis parti. Combien de fois as-tu affaire à la police? Ça peut être un autre podcast parce que c'est effectivement le cas. J'ai une anecdote où j'ai été en garde à vue, malheureusement. Donc je pourrais te raconter cette histoire. Il n'est pas corse, mais vas-y, raconte. Non, elle est beaucoup trop longue. C'est lié à un business que j'avais. Alors, chers auditeurs, si vous voulez cette histoire, envoyez-moi des DM, on va la harceler. Non, mais c'est 72 heures de garde à vue, blanchie depuis, mais une vraie garde à vue sérieuse. C'est pas 48 normalement? Non, c'était au moment. Moi, je suis allé en garde à vue au moment où ils avaient passé la loi Sarkozy, où en fait on pouvait proroger jusqu'à 96 heures. Et je pense que c'est les 3 mois que la loi était passée, ils m'ont gardé 72 heures. Est-ce que tu dirais que t'es un mec chanceux dans la vie? Alors, énormément. Ouais. Mais finalement, je pense que c'est quand même vraiment un mindset parce que je pense que des gens auraient eu ma vie, ils peuvent se dire aussi qu'ils sont hyper malchanceux. D'où vient cette malchance? Tu peux me parler un peu de d'où t'as grandi? Ça va, t'as grandi dans un bon Ah milieu? Non, alors j'ai été très privilégié par mon enfance. Enfin voilà. T'étais dans quel coin toi? Moi j'étais en Corrèze, Okay. donc au milieu des vaches. François Hollande. François Hollande est un parachuté, c'est comme moi, c'est pas un vrai Corrézien. Moi, je suis désolé François Hollande, parce que je le croise quelquefois. Ah ouais. Ça m'est arrivé. Non, mais en tout cas, c'est pas un natif de Corrèze. Mais effectivement, Corrèze, et donc jusqu'à mes 18 ans, et après, je suis parti en Corse à 18 ans. Ouais, pourquoi 18 ans. L'amour. L'amour? Non, mais c'est bon. T'es tombé amoureux d'une Corse? Ouais, divorcé depuis, mais l'amour à ce moment-là. Donc, je suis parti en Corse, et puis le côté un peu... tu vois, j'étais un petit peu rebelle, donc je pense que ça me faisait plaisir de quitter le foyer, d'aller en Corse et tout. Il y avait ce côté un peu, tu vois, tout de suite, tu penses... Je crois que t'étais au bon endroit. On t'a accueilli les bras ouverts. Tu penses tout le côté un peu sulfureux de la Corse, mais effectivement, je suis resté 12 ans, je pense, 12-13 ans. T'es amoureux de la Corse aujourd'hui? Ouais. T'as ce truc ou pas?
La Corse, tu l'aimes autant que tu la détestes, en fait. Ouais, quand même. Il y a un côté hyper ambivalent parce que, en fait, il y a plein de... Il y a plein de choses qui sont inculquées. Finalement, j'ai quand même un peu grandi là-bas. Tu vois, ma vie d'adulte a commencé là-bas. Et je trouve qu'il y a des vraies forces que j'en ai tirées. Tu vois, ouais, je sais pas comment l'exprimer. C'est peu tangible, finalement. Mais il y a quand même un certain... tu vois, au niveau du relationnel, au niveau de... Est-ce que tu dirais... Moi, j'ai jamais été en Corse. Mm. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce trait un peu commun avec des pays du Sud, qui a un côté commercial. Ouais. Je sais pas si c'est un ADN de je me débrouille un peu. Tu dirais qu'il y a un parallèle avec l'entrepreneuriat ou bof? Non. Mais sur l'aspect humain, sur l'aspect... mais encore, la Corse, elle est hyper fragmentée, elle est encore très différente. Tu vois, c'est très difficile à l'identifier. Enfin, tu vois, c'est très difficile à décrire précisément. Mais en tout cas, tu as un mindset global qui est quand même plutôt chill. Tu as quand même des gens qui sont très cool. T'as quand même le côté île, tu vois, donc il y a aussi quand même un côté hyper entre soi. Communautaire. Communautaire, etc. Donc, pas négatif, hein. Mais non, ouais, tout à fait, le bon aspect communautaire, effectivement. Donc, voilà, donc il y a plein de choses très cool, et après, tu la détestes par d'autres aspects, parce que je ne vais pas forcément m'arrêter là-dessus, mais... Non, mais elle a un petit côté... Ce podcast va être banni. Non, mais il y a un petit côté inerte qui peut déranger. En fait, moi, je m'en suis rendu compte parce que je suis parti donc, il y a 3-4 ans et j'y retourne chaque année. Et en fait, par moments, je me dis, merde, mais pourquoi ça n'a pas bougé, ça? Pourquoi ça n'avance pas? Mais je pense quelque part, ça va bien à la communauté corse, ou en tout cas une partie de la communauté corse, que ça n'avance pas parce qu'ils ont ce côté aussi très chill, très, tu vois, ancré. Ils n'ont pas forcément besoin de... C'est leur culture. Voilà, c'est leur culture. Donc... moi, en tout cas, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus forcément y vivre. Et peut-être qu'ils ne voudraient plus forcément me recevoir après avoir dit tout ça. Mais par contre, c'est génial et ça a plein de bons aspects. Mais tu peux aller aussi au Pays Basque et tu as aussi ces aspects aussi un peu tradis, etc., qui sont aussi hyper ancrés. Et puis après, tu as des courants, tu vois, tu as des courants de pensée. Ça à Belleville. En vrai. Il y a un film là qui sort, Little Algérie. Ah non, c'est sur Barbès. Tu vois, tu confonds tes quartiers. Ouais, mais Belleville, à l'époque, je crois que c'était arabe, avant que ce soit pris par des Asiates. Moi, je t'avoue que là, il y a pas mal de communautés asiatiques, mais je t'avoue que je viens pas souvent à Belleville. Je t'ai fait venir, mais finalement, je ne viens pas souvent ici. Attends, on dit vas-y. Pour les gens à qui ça intéressait, la Corse, c'était une dédicace pour vous. Non, plus sérieusement, t'as dit une chose juste avant, t'as dit que pour toi, tu te considérais chanceux, mais qu'il y a des gens qui auraient eu ta vie et qui auraient pu le voir comme malchanceux. Qu'est-ce que t'estimes qui aurait pu être de la malchance pour certaines personnes? Non, mais parce que j'ai perdu mon père assez tôt, de manière assez subite, parce que j'ai connu la maladie dans mon entourage très proche, une maladie sérieuse, etc. Donc... tu vois, en plus, tout ça était assez concomitant, enfin, sur quelques années. En plus, c'était au début de Mob Success. Donc, je pense que certains mindset, tu vois, si t'es pas sur ce côté un peu toujours résilient, à vouloir rebondir, à te dire qu'il rien n'arrive par hasard, tu vois, j'aurais pu aussi me laisser submerger par tout ça et dire, je suis malchanceux, etc. Et je remarque les gens qui se disent malchanceux, c'est qu'en fait, souvent, ils s'appuient vachement sur les expériences négatives. Et alors là où moi je m'appuie vachement sur mes expériences positives. C'est fou parce que là tu parles de résilience, tu parles d'expériences qui peuvent être traumatiques. Il n'y a pas un moment, tu sais, il y a des gens, moi le premier, il y a des moments tu es dans un mood de la mélancolie et tu es limite à te dire non, il faut que j'aille toucher le fond pour remonter. Toi, tu n'as jamais eu ce moment de te dire le ciel s'abat sur moi, je suis fataliste, avant de remonter la pente et de se dire ok. Fataliste jamais. Ok. Par contre, le sentiment de toucher le fond hyper régulièrement, mais ça dure 1 heure. Et après tu repars. Et après c'est reparti. Et après je suis 2 fois plus... Tu saurais intellectualiser ça? À quel moment c'est rentré en toi ce truc de te dire en fait même s'il y a les pires choses, parce que encore une fois perdre son papa ça peut être horrible. T'avais quel âge, c'est pas indiscret? J'avais 27, donc tu vois, j'ai 36 maintenant. Ouais, donc c'est déjà un peu jeune. Et surtout, tu vois, il avait 59 ans, donc c'était vraiment... il n'y avait pas de maladie avant, tu vois, donc c'était vraiment subi. En gros, ma question, c'est comment t'accueilles des choses où tu te dis c'est pas juste par moment? Pourquoi ça arrive sur moi, ma famille? Comment t'accueilles et t'en fais une force? En fait, j'ai très conscience que, tu vois, chaque chose qui t'arrive... Enfin, ça n'arrive jamais vraiment par hasard. Enfin, entre guillemets, j'accepte totalement ce qui se passe et je me dis, ce sera l'opportunité de se construire autrement, de réfléchir autrement. Tu vois, finalement, le décès de mon père, je pense que ça a été une force pour accélérer, pour réussir davantage, pour
pour avoir peut-être moins peur aussi. Donc, tu vois, j'en ai pris les bons aspects, aussi pour avoir pas de regrets, parce que finalement, tu vois, il est mort assez jeune, 59 ans, donc comment ne pas avoir de regrets. Donc tout ça, ça déclenche des choses en toi. Et puis encore une fois, alors en plus, tu vois, ma compagne avait perdu son père à 2 ans. Donc tu vois, sur l'échelle, tu dis, moi j'ai eu la chance de connaître pendant 27 ans, donc tu vois, il y a toujours pire en fait, et il y a toujours mieux. Donc non, mais je le vis assez bien. T'es un éternel optimiste ? Ouais. Limite utopiste. Ouais. Bah dans ce cas-là, je te pose la question, comment t'es tombé dans l'entrepreneuriat ? Qui est putain, l'optimisme, c'est bon dans l'entrepreneuriat. Vaut mieux avoir le cœur accroché. Comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat ? En fait, très tôt, donc comme vous l'avez compris, geek, jeux vidéo. J'adorais les jeux vidéo. Non, mais tu vois, j'ai commencé avec la Game Boy, la NES, la Super NES, la 64. Tes cheveux gris. Donc j'ai commencé très tôt. Je me suis passionné pour même l'industrie du jeu vidéo, tu vois. J'ai voulu partir très vite au Japon. C'était l'époque où le jeu vidéo était encore hyper centralisé sur le Japon. Je regardais plein d'émissions de télé. Je lisais des magazines. Enfin, vraiment, je mangeais du jeu vidéo en permanence. Et finalement, je n'étais pas un gros joueur en termes de temps de jeu, mais j'étais hyper passionné par son environnement et par son écosystème. Et je pense que c'est ce qui m'a donné les débuts d'un petit goût au marketing, parce que le jeu vidéo était quand même plein de market aussi, et à la tech, forcément, parce que c'est des outils technologiques, et donc essayer de comprendre comment ça marche. Et donc tout ça pour dire que vers 14-15 ans, j'ai participé à mes premiers sites internet où, tu vois, j'écrivais des petits articles. Sur les jeux vidéo, sur les jeux vidéo, je participais à des communautés. Mais il n'y avait pas d'enjeu de business, pas de référencement? Non, pas du tout. C'était vraiment le seul bénéfice qu'on pouvait avoir, c'était à l'époque où déjà on pouvait être invité par des marques sur des events. Les influenceurs. C'est le fric. Ouais, mais c'est assez marrant. C'est une agence qui existe toujours, je crois, qui s'appelle Even d'ailleurs, qui était partenaire de Microsoft à l'époque. Et effectivement, c'était le début, en tout cas dans ce secteur-là, où on commençait à s'attacher au service pas de journalistes, parce que finalement on était des passionnés, tu vois, des ambassadeurs, même ils appelaient ça, je crois. Et on était invités à droite. Et d'ailleurs, on faisait un peu ce qu'on voulait, hein. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de guidelines, tu vois, pour dire c'est bien, c'est pas bien. Mais comme ils savaient qu'ils invitaient des passionnés à un event qui était cool, forcément, le contenu qui allait en sortir était positif. Donc j'ai commencé par participer à des sites. Finalement, je me suis dit, je participe à des sites, moi je veux faire un site aussi. Donc je me suis associé, entre guillemets, mais sans structure juridique. En tout cas, j'ai trouvé des collègues pour monter. Sur les forums pour monter les premiers sites. Finalement, on s'est pas forcément toujours entendu, comme toute bonne collaboration. Par moment, t'es pas toujours en phase, donc finalement, ça s'est arrêté. J'ai voulu remonter un site. J'ai fait appel à un prestat. Le prestat, finalement, m'a un peu planté. Tu vois, à l'époque, ça me paraissait une énorme somme, peut-être 500 balles d'acompte. Il avance pas et tout. Et je me dis là, on n'est jamais aussi avec par soi-même. Il te les rembourse les 500? Non, jamais. Non, il me plante. Tu sais pas comment. Ouais, mais t'as le seum, quoi. Enfin, ouais, j'ai le seum. Et puis j'ai surtout le seum de pas avoir mon site. Donc du coup, c'est là où je me dis, il faut que je sache le faire, parce qu'a priori, on en est capable. Et donc j'apprends à développer un site internet avec une belle réussite aussi. Ça s'appelait le site du zéro à l'époque. Ok. Donc ça a 20 ans bientôt. Et donc, c'était un site qui t'apprenait à développer, par un mec qui avait mon âge, je crois, à peu près, qui s'appelle Mathieu Nebra, donc il avait 14-15 ans, je pense, qui avait fait ce site pour apprendre à développer. Et aujourd'hui, c'est la première graine de Open Classroom, qui aujourd'hui, qui est aujourd'hui un énorme projet. C'est le mec d'Open Classroom? Ouais. Ah, ok, d'accord. Qui avait monté Incroyable. Ouais, c'est la même boîte. Enfin, après, tu vois, il a monté au site du zéro à 14-15 ans, je dirais. Ensuite, il a professionnalisé pendant les études. Tu vois, il a créé une structure juridique. Et c'est cette boîte qui est devenue Open Classroom. Donc lui, il est parti de... Donc c'est grâce à ce site que j'ai appris à développer. Et finalement, donc là, tu vois, je suis allé un petit peu vite, mais finalement, il s'est passé 2-3 ans entre le début de cette passion pour le jeu vidéo, des sites, etc., et commencer à développer. Et là, je suis arrivé à 18 ans. Moi, je m'étais déscolarisé en début de première, en disant « Ouais, je vais faire l'étude par correspondance », que je n'ai absolument pas fait. Et, ta maman était OK? Ma maman est prof. On la salue, ma mère aussi d'ailleurs. Ma maman est prof de maths. Ça a été difficile. De maths en plus. Ouais. Non, ça a été difficile à digérer, mais finalement, elle sentait bien. Enfin, même le corps un peu enseignant, ne savait pas trop quoi faire de moi, parce qu'il sentait bien que j'étais pas forcément fait pour tout ça. Et en plus, je devenais mauvais. C'est-à-dire que jusqu'au collège, seconde, tu arrives encore à faire la blague même sans rien faire.
Mais après, quand tu commences à rentrer enfin voilà, j'étais en première ES, si tu bosses pas, tu te prends des... Enfin, t'es pas un génie, quoi. Donc, tu prends vraiment des... Donc, et comme je n'aimais pas être en plus dans cet échec et que je n'étais pas prêt à bosser pour réussir, enfin, ça crée un truc qui était vraiment pas cool. Donc, du coup, tout ça pour dire que j'arrive donc vers mes 17... Ouais, j'avais 17 ans, 17 ans et demi. Et je me dis, il va falloir quand même que je pense à bosser. C'est là où tu me dis l'entrepreneuriat, en fait, j'étais juste obligé. Bah oui, t'as pas le choix parce qu'en fait, on te laisse quitter l'école sans projet vraiment, mais en disant t'inquiète, ça va le faire. Avec juste une passion finalement pour cet univers de l'internet, etc. Mais quoi qu'il arrive, t'as rien pour bosser, quoi. Enfin, tu vois, mis à part faire des métiers Oui, j'allais dire, le CDI, t'as alimentaires. jamais traversé l'esprit à ce moment-là? Ah bah non, mais un CDI avec quoi? J'étais même pas... Et j'ai voulu commencer à bosser, j'étais pas majeur, même si, enfin, tu me diras, tu peux bosser... et surtout, j'avais pas de compétences, quoi. Et puis, il y avait pas de business autour de tout ça. Tu vois, c'était le début où, en fait... j'écrivais à peu près comme il faut, mais pas suffisamment bien, donc je pouvais même pas être pigiste, tu vois, dans un site professionnel. Non, mais j'avais vraiment pas d'opportunité. Et tu dirais que c'est cette urgence de te dire que tu n'avais pas d'opportunité qui a fait que tu as dû t'en créer et donc te responsabiliser, être autodidacte et te former, etc. Ouais, ben en fait, j'ai dû faire de ce qui me passionnait un truc qui était viable financièrement. Donc, une passion, un business. Voilà, donc comment tu fais dans un premier temps, et finalement après c'est plein de concours de circonstances, et que finalement, tu vois, ça fait quelques mois que je développais, je découvre une plateforme d'appel d'offres qui s'appelle coder.com, qui existe toujours, mais qui venait de sortir, donc je vois l'article passer, tu vois, et en gros, c'est des porteurs de, c'est des porteurs de projets qui présentaient leurs projets, et qui cherchaient des prestataires pour réaliser leur site internet, leur plateforme, etc. Et le jour où je m'inscris, je vois un projet, je postule au projet. C'était une start-up dans l'art, c'était une sorte de YouTube, enfin tu vois, c'était une sorte de truc du GC autour de l'art. Donc les gens postaient leur tableau, leur machin, un truc. Et finalement, je suis choisi le soir même, ou le lendemain. Et en gros, je deviens prestat freelance pour eux pendant 1 an et demi. Solo. Et je remonte toute la plateforme. Donc c'est tout le site, Tout le site. C'est particulier. L'art, j'imagine, tu dois avoir un truc où ouais, tu dois mais alors c'était bien très... zoomer. Ouais, et puis ça a été quand même une super école parce que, en fait, c'est une époque où, encore une fois, même le développement web n'était pas hyper professionnalisé. Donc, il n'y avait pas tant de monde qui savait le faire, encore moins bien. Et puis, la technologie évoluait hyper vite. Donc, il fallait toujours être un peu, tu vois... C'était un moment où il y a eu des bascules aussi sur les navigateurs, où on est passé de différents types de codés au niveau front. Enfin, ouais, il y avait plein de choses qui... Donc finalement, étant un jeune dev autodidacte, tu avais plutôt un bénéfice par rapport à des mecs qui avaient commencé il y a 5-10 ans auparavant. Et donc voilà, j'ai fait ça pour eux. Et comme... Enfin, c'est quand même une super expérience parce que le client était était quand même assez exigeant sur pas mal de trucs, le côté pixel perfect, le côté il faut que ça soit soigné, il faut que ça... Donc j'ai porté le truc, mais c'était couillu parce que moi, je le dis, hein, je ne savais pas. J'ai appris à développer au sein de ce projet quasiment. Enfin, Syndrome d'imposteur ou pas? Ah oui, mais totalement. Mais pour autant, je sens que tu flippes pas. Je sens juste que tu te dis, bah, je vais aller le faire. Oui. Je vois un truc que je ne sais pas encore faire réellement. Je sais que je suis capable de le faire. Que si je veux vraiment le faire, je suis capable de le faire. C'est le fait que tu aies commencé à monter. En gros, si je te pose la question, c'est quand on fait appel à des freelances, toi-même, tu t'as fait appel, tu t'es fait planter sur 500 balles. Souvent, on se dit... Alors, il y en a qui se disent, je veux acheter du temps et déléguer, mais sinon, c'est de l'expertise qu'on n'a pas. Donc, on se dit, on peut pas se passer de cette personne. Ouais, c'est le risque. Ouais, tout à fait. Mais non, mais c'est vrai que j'avais assez confiance en ma capacité à apprendre et à arriver au résultat. Bon, je m'étais rassuré quelques mois précédemment, tu vois, en réussissant des choses. Hein. Je partais pas avec rien, mais... Ça a été graduel, en fait. Ouais, je me suis dit, coûte que coûte. Ouais, coûte que coûte. Et puis, c'est vrai que... Et d'ailleurs, on en parlait hier là, avec des collègues, on a perdu ce réflexe. J'ai l'impression que la génération actuelle a perdu un peu ce réflexe, c'est qu'on avait Google, quoi. Et en fait, Google, bah, c'est un puits d'informations énorme. Donc, dès que tu n'arrives pas à faire un truc, tu demandais à Google comment tu fais, quoi. Et donc, tu sais qu'aujourd'hui, des employés... Enfin, moi, j'ai été dans des boîtes. Les employés qui utilisent Google et leur smartphone au quotidien vont plutôt aller demander de l'information à quelqu'un que la chercher par eux-mêmes. C'est exactement ce qu'on disait hier. Et si bien que ça devient... Je te parle de ma génération. Ouais, non mais... je sais pas, moi je suis un peu entre eux, je sais plus quel âge je suis, attends. 30 ans. Ah, 30 ans, tu vois, on a 6 ans d'écart, donc moi je dois être entre deux générations. Effectivement, alors nous en plus on a le phénomène du nombre avec plein d'expertise. Et en fait, plutôt que de demander la question rapide sur Google, tu pousses un Slack et tu dis, au fait, c'est quoi ça ou comment ça marche? On va la faciliter. Sachant qu'on a un Google, mais surtout on a un Notion interne. C'est en plus maintenant qui est dopé par l'IA, où tu as toute la doc de la boîte.
Et donc, tu peux au moins poser la question pour savoir s'il y a un truc à te répondre. Et les gens ça font marche pas pas. le réflexe. Tu dirais que l'entrepreneuriat, on y arrive là, et moi j'ai surtout envie de parler de la boîte que tu as montée et de faire ce petit post-mortem avant d'arriver sur Mob Success. On va arriver rapidement, mais juste cette question, est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit plus qu'un job? Est-ce que tu dirais que cet état d'esprit, si tu peux le définir, mais est-ce que tu dirais que c'est l'anti-assistana? Je pense qu'en tout cas, j'ai longtemps entrepris avec l'idée, c'est que, tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça a été un truc, je suis resté très longtemps seul, je veux tout faire tout seul. Dit-il avec 180 ans. Oui, mais tu vois, finalement, je suis resté jusqu'en 2015, parce que comme j'ai commencé finalement hyper tôt, donc tu vois, 18 ans, c'était en 2006, donc de 2006 à 2015, je suis resté quasi seul. Quelques personnes qui m'entouraient, mais vraiment, je gérais une grosse partie. Hein. Tu vois, j'étais encore le développeur de ma boîte, j'étais encore le DAF de ma boîte, j'étais encore le vendeur. Donc vraiment, le RH. Ouais, je faisais tout, tu vois. Donc ma première boîte, tu vois, on est resté jusqu'à... Je pense max, on était 6 personnes. Donc c'était un tout petit truc. Et limite, je payais des gens pour être mes potes, quoi. Limite, c'était plus la cour d'école que... Ok, d'accord. Non, mais limite, c'était un peu la cour d'école. Je te parle par une première boîte, hein, pas de Mob Success. Mais ouais, c'était limite un peu la cour d'école. On jouait à FIFA tous les midis. C'était vraiment... Je me suis acheté des points là. Non, mais je grossis un peu le trait, mais limite, ça faisait mon... si tu peux te le permettre, vas-y. Hein. Non, mais il y avait quand même ce côté... Enfin, encore une fois, c'était pas hyper sérieux. C'était une boîte qui était sur un bon business, qui permettait de gagner de l'argent sans trop d'efforts, en tout cas suffisamment pour payer tout le monde. Et clairement, j'avais pas une conscience... Enfin, tu vois, j'avais pas la conscience, la rigueur professionnelle que j'ai tout de suite eu quand j'ai monté Mob. Juste avant, c'est quoi la limite? Là, tu dis justement, j'étais dans un business. J'ai l'impression que c'est négatif quand tu dis ça me demandait pas trop d'efforts. Est-ce que tu te sentais, je sais pas si c'est de la légitimité, en mais fait, quand ça te demande pas trop d'efforts, quoi. Ouais, non, c'est quand ça te demande pas trop d'efforts, c'est surtout que tu as loupé l'opportunité de mettre plus d'efforts et de réussir davantage. Tu vois, c'est plus ça. C'est est-ce que ça te suffit? Que l'ambition a pas été assez forte. C'est est-ce que ça te suffit? Est-ce que, tu vois, si tu as la chance d'avoir un business qui ne demande pas trop d'efforts, mets en plus, en tout cas, cette ambition. Après, tu peux avoir une ambition d'équilibre pro-perso différente, mais en tout cas, si tu as cette ambition de réussir davantage, c'est cool. Si tu mets encore 2 fois plus d'efforts, tu vas décupler ton impact et c'est top. Donc, c'est plus là où je peux regretter, mais je ne l'ai jamais vraiment regretté, mais de me dire, finalement, j'ai eu des années assez faciles et assez fastes, et si j'avais fait les bons choix à ce moment-là, j'aurais peut-être pu avoir toujours cette première boîte et la développer différemment. Et faire ces bons choix, c'est aussi voir les opportunités. Est-ce que tu aurais été plus capable de le faire en t'associant avec quelqu'un? Est-ce que tu trouves que c'est le fait d'avoir été seul? Déjà, c'est l'envie. Enfin, déjà, c'est quel est ton moteur de réussite? Tu vois, je pense que j'en avais moins à ce moment-là. C'est-à-dire que ça me suffisait. En fait, entre guillemets, je gagnais ma vie. C'était un salaire hyper correct. Combien? Je sais pas. Donne des chiffres. Non, mais tu vois, un truc... Alors, tu sais, j'ai toujours jamais été salarié, donc tu es toujours au TNS, mais 6-7 000 balles par mois, tu vois. C'est quoi TNS? En freelance, tu veux dire ou Non, tu sais, tu es travailleur non salarié, donc tu payes de l'URSSAF. Donc, c'est... Donc, 6-7 000 après l'URSSAF? Ouais, mais après, tu cotises pas ta retraite, tu cotises pas ton... Ouais, mais ça va. Oui, mais après... moi, j'ai jamais capté ce délire. T'as 20 ou 30 ans, on te demande de cotiser pour un truc qui va arriver dans 30 ans, mais ça se trouve t'es mort entre-temps. Moi, je trouve ça ouf, mais bon. Après, tu cotises pas pour toi-même. Tu cotises tu cotises pas en temps réel pour toi-même. Tu cotises pour que le système fonctionne en temps réel. Bien sûr. Après, tu payes des impôts, je veux dire. Oui. Bon, bref, là, on s'écarte. Non, mais effectivement, mais c'est... mais donc, du coup, tu dirais... Ok, donc c'était un... En fait, c'était pas assez te connaître aussi, parce que tu parlais de mission de vie qui était pas forcément définie. Tu vois, après j'ai été papa, donc déjà ça structure un peu ta pensée, et tu dis bon maintenant il faut arrêter entre guillemets enfin il faut être un peu plus, anticiper un peu plus ces choses et bâtir davantage. Là à ce moment-là, tu vois, j'étais un méga opportuniste qui vivait au jour le jour et qui n'avait pas de visibilité finalement sur... Enfin, est-ce vraiment un mauvais mot, quoi, opportuniste? Non, c'est pas un mauvais mot, parce qu'on l'est encore... Enfin, tu vois, quand je dis « on » maintenant, c'est parce qu'on est plusieurs à l'être, mais on a encore cet état d'esprit. Après, opportuniste, des fois, ça peut sembler trop dépend de l'autre. C'est ça qui peut sembler un peu bizarre sur le côté opportuniste. Mais en fait, t'as le côté opportuniste, juste au dépend de personne, mais tu saisis juste une opportunité. Tu dis oui, en fait. Ouais, clairement. Ouais, tu dis oui, ou et déjà, tu la détectes. Parce qu'en fait...
Le plus dur, c'est pas de dire oui, le plus dur, c'est de détecter l'opportunité. Hein. Ouais, je pense qu'il y a les deux. Mais oui, la détecter, la voir, et ensuite te dire on sait pas où est-ce qu'on va. Mais parce que l'opportunité que tout le monde voit, c'est vraiment une très bonne opportunité. Celle qui est intéressante, c'est l'opportunité que tu détectes et qui est peut-être un peu plus... Bref. Risqué, quoi. Oui, risqué. Et du coup, voilà. Donc tout ça pour dire que cette période était un peu une période entre deux où j'avais une vie un peu, limite un peu, pas dire marginale, mais encore très introvertie dans mon monde. Je bossais beaucoup. Ma vie, c'était ma play, mon ordi, et finalement, je faisais pas grand-chose de ma vie, mis à part bosser pour vivre, vivre pour bosser, je sais plus. Mais en tout cas, je m'amusais quand même avec mes camarades de jeu à FIFA. Et puis, à un moment, la récré a fini à sonner, enfin, la fin de la récré a sonné, parce que c'est une boîte, en fait, qui a été hyper protéiforme. Tu vois, j'avais quand même ce côté multi-projet déjà, finalement, qu'on retrouve chez Mob Success. J'avais un site de jeu instant gagnant. Sans créer un groupe pour autant. Oui, sans créer un groupe. Non, justement, j'ai fait toutes les erreurs de structuration aussi, parce que tu vas le comprendre pourquoi après j'ai eu ce truc de vouloir avoir plein d'entités juridiques, etc. Parce qu'en fait, quand tu mets tout au même endroit, t'as pas d'imperméabilité entre les business. Et si un business prend l'eau, ça vient impacter tous les business. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est produit à cette époque. C'est que j'ai eu un business qui a pris l'eau avec un impayé hyper important. Et ça a commencé à mettre la société en difficulté. Est-ce que c'est un client qui t'a pas payé en gros ? Ouais, c'est un client qui m'a pas payé. Ouais, c'est un client qui m'a pas payé. C'était dans un business qui était un peu nébuleux, qui était le business des SMS surtaxés. Okay. La justification du non-paiement est aussi très nébuleuse. Tu vois, c'est les opérateurs téléphoniques, donc ils font un peu ce qu'ils veulent parce que finalement ils ont l'argent. Enfin, voilà, en fait, c'est un mauvais business, donc il faut pas dire je suis malchanceux. Non, en fait, tu sais que dès le départ que c'est un business qui est nébuleux. Tu saisis l'opportunité encore une fois, mais tu sais que l'opportunité elle est bancale, et entre guillemets, à un moment ça m'aura coûté la boîte à la fin. Mais ça t'a coûté combien financièrement ? Alors, on a la chance quand même d'avoir des procédures collectives aujourd'hui qui sont bien faites. Donc, en réalité, in fine, j'ai réussi, tu vois, entre la période, tu vois, j'ai eu un plan qu'on appelait un plan co-chef à l'époque pour rembourser sans se mettre en redressement. Ensuite, j'ai eu un redressement, donc j'ai eu quasiment 36 mois de battement pour soit rééquilibrer la boîte, soit anticiper que ça allait pas le faire. Okay. Donc en fait, j'ai eu 36 mois de difficultés. Donc après, c'est hyper formateur parce que tu vas quand même devant un juge, t'es pas fier de toi, tu vois. Mais à la fin, ta dette, elle est effacée. Mais tu t'es fait banane par quelqu'un qui a pas pu te payer ? Ah ouais, moi c'était un montant de style 700 000 euros. Ouais. 700 000 euros. Ouais, 700 000 euros. Ouais, bah ça pique un peu. Ça augmente, c'est une autre échelle que les 500 euros. Oui, non, ça pique mais un c'est peu. Comme ça qu'on apprend. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et encore une fois, c'était un business, enfin, pour ceux qui connaissent l'instant gagnant, je pense que c'est un truc qui est passé de mode, mais c'était un peu le truc à la mode à l'époque pour entreprendre facilement. C'est, tu sais, les fameux trucs où tu envoies un SMS en espérant gagner 500 euros, 5000 euros, etc. Tu as un tirage au sort. Et ça avait le vent en poupe à cette époque. C'est finalement un peu les ancêtres de tu vois, il y a eu Pricey aussi à ce moment-là. Je sais pas si tu connais Pricey, mais c'était un truc un peu... Bref, c'est un peu l'ancêtre finalement du gaming sur smartphone où tu t'amusais avec... Voilà, donc finalement, on savait que c'était aussi bancal et finalement, il t'arrive un pépin, mais tout n'était pas hyper clair. Est-ce que tu considères, et là on va arriver sur Mob Success, mais en fait la question que je me pose c'est, putain, tu kills une boîte, en plus là tu dis c'est pas du jour au lendemain, ça prend 36 mois, t'as le temps de digérer, mais ça peut faire mal. Moi ce que j'essaie de comprendre c'est comment t'arrives à rebondir, mais pire, à rebondir en me disant je vais faire la même mais en mieux, avec une plus grosse ambition, mieux structurée, etc. Et surtout t'as dit une chose avant, c'est on est allé dans ce business et il était facile. Est-ce que tu estimes qu'un bon business ne peut pas être facile en fait ? Si tu ne peux pas gagner facilement. Ouais. Maintenant, non. Sur du long terme en tout cas. En fait, si c'est facile, tu as l'aspect concurrentiel qui rentre en ligne de compte, ça veut dire que tu craques pas un vrai sujet, ça veut dire que tu vois. Donc, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de. Enfin, honnêtement. Moi, d'ailleurs, je le dis souvent quand on me dit c'est difficile, moi, j'essaye pas mon signe en fait. Ça veut dire que ça va être difficile pour d'autres. Donc, si on est prêt à faire l'effort, à craquer le sujet, tu vois, des fois, ça peut être difficile en termes de rythme de travail, des fois, ça peut être difficile parce que tu craques une barrière technologique, ça peut être difficile pour plein de raisons. Mais difficile, enfin, je sais pas si le mot difficile d'ailleurs, il fait pas un peu peur. Je sais pas si c'est compliqué, je sais pas si tu vois, difficile, ça. Dis-moi si je me trompe, mais c'est pas en fonction de l'effort, c'est plus que tu fais face à des obstacles et qu'il y en a plein d'autres qui vont s'arrêter là. Et là, toi, tu te dis, faut aller creuser. Ouais, c'est sûr qu'il y a une dose de confiance en soi. Alors, c'est très bizarre parce que jusqu'à 33 ans, donc j'ai eu pendant très longtemps une vraie confiance en moi, mais aussi un vrai syndrome de l'imposteur. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, ça a perduré vachement longtemps.
Et je me suis fait la réflexion, tu vois, je dirais que je l'ai plus. Là, ça fait 2-3 ans, ce truc-là a disparu Ok. parce que j'ai réussi enfin à gagner ma propre légitimité envers moi-même. Tu vois, je me dis, bon, ça y est, j'ai quand même réussi Partout, un t'es truc. à ta place professionnellement, à qui que ce soit à qui tu parles, même François Hollande. Alors non, alors, On l'a je- fait titiller ouais, là-dessus, mais non, mais de manière mais, générale. ouais, globalement, ça va. Après, je t'avoue que je suis pas forcément, encore une fois, dans le moule et je suis pas forcément à l'aise dans tout type d'event, etc. Mhm. Mais c'est aussi lié à ma personnalité. Mais en tout cas, tu me fais monter sur scène, tu vois, devant un parterre d'étudiants pour raconter un truc autour de la publicité, je vais être ultra flippé encore. Ok. Je vais Mais être, ça, c'est un exercice particulier. mais C'est pas- avant, j'étais flippé et en plus, j'avais le syndrome de l'imposteur. Maintenant, je suis juste flippé. Mais tu kiffes ce flip? Tu kiffes ce petit Je stress? l'aime pas encore. Ah non. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'inversement, tu vois, bah maintenant, on est quasiment 200. Mhm. Tu vois, on a fait un séminaire au mois de juin. Et donc, il y a eu ce moment un peu, tu sais, de présentation, ouais. etc. Et en fait, c'est la famille. Donc, ça me fait rien. Aucun stress, j'ai rien préparé. Enfin, en vrai, j'ai préparé 1 heure avant. Tu vois, il y avait. Mais t'es fier en Mais- fait. Ouais. Ouais, et puis tu te sens en confiance parce qu'en fait, tu vois, c'est les tiens, entre guillemets. C'est les tiens, pas dans le sens possessif, mais on fait J'ai partie de la compris. même. En tout cas, on est dans le même Voilà, bateau. Quoi. exactement. Et là, je l'ai pas. Donc, tu vois, c'est pas un terme de nombre de personnes, c'est plus qu'est-ce que peuvent penser les gens de moi, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce qu'ils vont se dire. Mais est-ce que tu aurais recruté 180 personnes ou 200 si t'avais pas eu pendant 5, 6, 7 ans ce syndrome de l'imposteur? Tu comprends? Ah, mais Parce qu'il est pas sain en fait. Ah non, mais c'est hyper sain et je pense que l'inverse, c'est hyper flippant. Enfin, ça veut dire qu'on est quand même hyper mégalo, donc c'est plutôt bon signe d'avoir ça. Enfin, je pense que C'est comme ça qu'on apprend. ouais, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis encore une fois, j'en serais pas là si j'avais pas eu tous les échecs. On en a parlé, mais je n'ai jamais appelé échec. D'ailleurs, ça n'a jamais été un échec dans ma bouche, tu vois. Bah, mais- tu vois, tout ce dont on parle, je veux dire, on a quand même parlé du décès de ton papa, etc. J'ai l'impression que c'est des choses. C'est une des questions que je pose à la fin. Est-ce qu'il y a des traumas que tu embrasses qui sont devenus Ouais. des forces? Mais pour toi, tout ça, tu les épouses, quoi. Tu les embrasses. Ah ouais, non, mais Tu te totalement. dis, c'est qui je suis et c'est ce qui m'a permis. Exactement, de- ça me définira, ça fait Ok. partie de moi et ça fait ce que je suis. Mais tu vois, je lis pas beaucoup, mais par contre, je pense que les destins m'ont toujours vachement intéressé. Les quoi? Les destins de gens, tu vois, de Ok. personnalités, etc. Donc, tu vois, j'étais très amateur de talk show, etc. Les gens qui racontent Donc, t'es leur curieux vie. aussi. Ouais, j'ai quand même cette curiosité. Et en fait, tu te rends compte que dans toutes les. Tu vois, toutes les grandes réussites ou les gens qui ont eu un parcours pro qui méritent d'être racontés, c'est finalement qu'ils leur sont arrivés 1000 choses dingues. Tu vois, c'est pas en restant entre guillemets chez toi dans ton canapé qu'il va t'arriver des dingueries. Donc, T'avais jamais entendu le mot entrepreneur juste avant de le devenir par la force des choses à non, 17, parce 18 que ans, quoi. non, c'était pas. Enfin, ou si je l'ai entendu, c'est que c'était un truc qui est très. Tu ne t'y identifiais Non, pas, pas du tout. Non, j'ai eu le petit. En fait, la première fois que j'ai connu ça, je sais que j'étais en vacances. Je pense que c'était à. Peut-être bêtise, mais ça devait être à Cannes. Et je crois qu'il y avait un congrès Microsoft, il y avait Bill Gates qui venait. Ok. Et je pense que j'étais tout gamin. Je te parlais de ça, j'avais peut-être 10-12 ans, tu vois. Et en fait, mes parents m'expliquent que bah, c'est l'homme le plus riche du monde. Et il a fait Microsoft. Et ça, je sais que ça m'a marqué. Donc tu voulais être riche un peu? Ou c'est parce que c'était du geek que ça t'intéressait? Alors, aussi je pense que honnêtement, je pense que je veux être riche, mais pas dans le côté posséder de l'argent. C'est l'high score, tu vois, c'est l'high score du jeu vidéo. Ok. Alors, il y en a qui vont me dire, mais c'est n'importe quoi de penser comme ça et tout. Moi, c'est mon côté ludique à l'entrepreneuriat, c'est de se dire, et quand je dis riche, tu vois, c'est même en parler en termes de chiffre d'affaires, en termes de taille de groupe, c'est même pas ma richesse personnelle, mais en tout cas, l'argent pour moi est quand même un score, tu vois, de réussite, etc. Et un indicateur, pas de réussite personnelle, mais tu vois, d'atteinte d'objectifs. Donc c'est un truc que je vais regarder beaucoup. Donc le CA plus que ton salaire? Ah oui, oui, côté oui. dividende Et ou autre. puis, tu vois, pareil, il y a beaucoup de fantasmes sur les salaires et tout. Aujourd'hui, quand tu es entrepreneur et quand on veut te mettre dans les bonnes dispositions, ton salaire sert juste que tu n'aies pas à penser à ton salaire. En fait, c'est son seul intérêt. C'est que, tu vois, quel que soit... tu vois, quand tu as besoin d'entreprendre et d'avoir l'esprit libre, il faut juste que tu aies un niveau de revenu qui te permette de dire j'ai pas à m'en préoccuper outre mesure. Ça peut dire que tu fais n'importe Ouais, quoi, bien sûr. mais ton juste pour vivre, en fait, que tu sois... Ouais, que tu sois pas là à essayer de négocier Voilà. avec toi-même pour te prendre une augmentation. Exactement. Ou que tu dises, voilà, je suis en galère en ce frustration. moment et ça te prend la tête pendant 10 jours, tu vois. On sait que quand tu as, tu vois, donc c'est quand tu as des partenaires, quand tu as des associés, etc., qui sont pas opérationnels, mais qui sont là aussi pour parler de rémunération,
c'est souvent le premier intérêt de la rémunération, c'est juste que ça ne soit plus un sujet pour toi et que, et que ça ne soit plus pour tes associés. Et que tu n'aies pas y pensé, effectivement. Ouais. Raconte-moi juste, bon là on va y arriver à Mob Success quand même, mais mec, comment tu fais? J'allais dire te relever, mais est-ce que t'es tombé quand t'as monté, quand t'as craché ta boîte? C'est même pas tombé en fait. Non, mais je suis tombé. Mais encore une fois, quand je tombe, c'est 1 heure ou 2. C'est une nuit. Tu vois, t'as pas le temps de l'intellectualier, de te dire là, faut que je reparte. Non. Et en vrai, ça fait peur parce que tu vois, je me faisais la réflexion. Je parlais avec un entrepreneur l'autre jour, en plus un bel entrepreneur pour le coup, parce que. Ça veut pas lâcher des noms. Non, mais je parlais à Phi Business T, donc qui a fondé Jiffy. Petite boîte. Ouais, petite boîte. Et je lui dis, c'est marrant, ça me fait presque peur parce que j'ai l'impression de ne pas avoir encore connu la difficulté. Tu vois, c'est le Mob Success, le vrai coup dur, le truc compliqué. Même le Covid? Non, on l'a transformé en opportunité. Je vais raconter. Okay. Même le Covid, non, mais on a eu les gilets jaunes, on l'a transformé. Enfin, les gilets jaunes, je parle pas du mouvement social en lui-même, l'impact des gilets jaunes. T'as vu, je fais toujours attention quand même à ce que je dis. Bon, fais attention. Ce serait bien que ce podcast marche. Non, mais voilà, tu vois l'impact des gilets jaunes à l'époque, parce que ça a beaucoup touché la distribution, le Covid ensuite. Effectivement, ça a toujours été des opportunités pour nous. Ok. Donc, bon, je vais arrêter de t'embêter à essayer d'intellectualiser. Non, mais donc j'ai jamais eu ce sentiment d'échec profond ou de dire que je vais pas me relever. C'était quoi le pire qui puisse arriver, étant donné que tu fermes une boîte suite à des impayés? C'est quoi le pire, même aujourd'hui avec Mob Success? Qui puisse arriver à Mob Success? Ouais, parce que j'ai l'impression que Mob Success est plus important même que aujourd'hui, les difficultés qu'on peut rencontrer, tu vois, c'est la perte d'un gros client. Oui, mais ça reste. Ça va couler la boîte. Non, ça coule pas la boîte. Mais la pire des choses. C'est ça, le pire des trucs. T'as assez de trésor. Je sais que demain, pour couler, si t'as pas assez de trésor, c'est vraiment que t'es un mauvais gestionnaire ou quoi. Donc c'est pas ça. Non, mais en fait, le pire qui puisse arriver à une boîte, c'est quand même commencer à gérer la décroissance. Tu vois, même si c'est le premier euro de décroissance, en fait, t'as pas du tout le même mindset dans la boîte et t'as plus les mêmes réflexes. Alors que je suis sûr que t'es pas content quand la croissance du mois dernier n'est pas soutenue ce mois-ci. Donc on est même. Non, mais tu te trompes, je m'en fous. Alors, c'est ça qui est très bizarre. Okay, en fait, si tu veux, non, mais c'est pas que je m'en fous, mais si tu veux, moi, je fais. En fait, quand on participe au budget, je veux toujours faire des budgets où je dis que je veux pas qu'on se prenne la tête avec le budget cette année. Ok. Donc, je fais des trucs le plus conservateur possible, qui affiche la croissance, malgré tout qu'on attend, parce que tu as quand même des KPI financiers à tenir. Mm-hmm. Mais j'aime pas me mettre sous la pression du résultat chiffré. Alors, tu vois, c'est bizarre. Tu vois, mais je vois ce que. Ok. Parce qu'en fait, ça te fait faire des mauvais choix. En fait, tous les choix que tu vas faire dans une boîte en termes de gestion pour faire du fast cash et pour engranger de l'argent de suite, si tu vas payer les coûts à en fait, ça veut dire que tu bâtis pas. En fait, soit tu fais du rapide fast cash et donc du coup tu bâtis pas, soit tu prends des décisions pour de l'impact à long terme et ça veut dire que tu construis. Et donc c'est toujours trouver ce juste milieu entre je construis, je fais de l'argent, je construis, je fais de l'argent. Et Mob Success, c'est encore vachement dans cette période. C'est l'intérêt d'avoir 3 entités, c'est que tu peux faire du fast cash sur l'un tout en construisant sur l'autre. Alors, il y a des entités, effectivement. Déjà, c'est de toute façon, avoir plusieurs business, ça permet effectivement de se reposer à des moments plus ou moins sur l'autre. Et effectivement, on a des entités où tu as un business avec beaucoup moins d'inertie, où les clients rentrent beaucoup plus rapidement, avec des taux de marge peut-être plus conséquents. Mm-hmm. Et tu as finalement ce qu'on va appeler le vaisseau amiral aujourd'hui, qui est Wiley, donc l'activité Drive to Store. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est vaisseau amiral? Bah oui. Le vaisseau amiral. Je vois le geek, mais vas-y. En tout cas. Et donc, le vaisseau amiral, ouais. Elle qui est une activité qui demande beaucoup plus d'investissement technologique, qui demande beaucoup plus de vision. Le cycle de vente à un client, tu vois, ça va être entre 6 et 18 mois. Donc, mais il reste très longtemps derrière. Mais il reste très longtemps derrière et c'est des clients avec des gros volumes d'affaires. Donc, tu vois, on a des business où c'est un panier moyen à 30 et quelques mille euros. On a des business où c'est des paniers moyens à 500 000 euros. Ok. Tu vois, donc il y a vraiment une... Et donc ça te permet d'avoir plusieurs, effectivement, étages dans la boîte. Et tout ça pour dire, je sais plus quelle était la question, mais en tout cas... pas, là, on dit... voilà. Mais bon, en tout cas, c'est pour te dire que oui, c'est l'intérêt d'avoir plusieurs entités. Et raconte le début là, de ces entités. Est-ce que dès le départ, il y a cette vision d'avoir 3 entités? Non, absolument pas. Mais c'est plus l'esprit et c'est ce qui fait que j'y suis toujours et que tu vois, intellectuellement, c'est intéressant. En fait, aujourd'hui, je sais que tu vas me poser la question. Un jour, tu vends. Bah, tu vois pourquoi je
Je ne sais pas encore. Il y a du financement avant sur lequel je veux aller. Il y a aussi l'association. Non, je pense que l'intérêt intellectuellement d'avoir plusieurs entités en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir s'aérer la tête. Être toujours focus sur le même business, en réalité, c'est hyper entêtant. Et le côté passion peut vite déraper. Moi, quand je vais au studio, la Story, honnêtement, je fais une réunion d'une heure par semaine avec le... Et encore, il va dire que c'est pas vrai parce que je plante une fois sur deux. Avec le boss de Story. Avec le boss de Story, tu vois, ils sont quand même, je crois, quasiment 60. Et je sais ce qu'ils font. Je peux être des fois des pitchs commerciaux, etc. Mais ça me prend en réalité 4 heures de mon mois. Mais t'es quand même rassuré. Enfin, tu t'as confiance et en même temps... Oui, et puis après, toutes mes actions côté groupe servent Story aussi. Parce que forcément, c'est aussi cet équilibre. Mais entre guillemets, donc je connais... D'ailleurs, je connais le métier, mais plus en tant qu'amateur. Je ne saurais pas dire ce qu'ils font aujourd'hui. Tu connais les 60 ou pas? Non. Oi. Parce que si tu allais me dire oui, là, j'allais te lancer. Donc, au moins, j'apprécie l'honnêteté. Non. Donc, tu commences sur cette première branche. La value prop, c'est quoi? C'est de vendre des espaces publicitaires? Ouais, encore une fois, première branche, c'est marketing d'applications mobiles. Ça, c'est la première branche de Mob Success. Donc, nos annonceurs sont... des M-commerçants, des applications de gaming, c'est des e-commerçants qui ont une application mobile, donc un Cdiscount. Ah, mobile commerçant. Ouais. Ah, je connaissais pas. Ouais. Donc par exemple, un Cdiscount dans son application à l'époque, ils cherchent à faire de l'acquisition et on les accompagne pour faire du téléchargement et aussi optimiser leur rétention, donc que les gens continuent à utiliser l'application et tout. Donc tu vois, il y a cette expertise, c'est le point de départ. Comment juste tu peux vendre ces espaces dans d'autres applications? Comment tu te plugs avec ces applis? C'est le fameux DSP programmatique dont je t'ai parlé tout à l'heure qui me permet d'acheter la publicité aux enchères et de bien l'acheter pour ensuite générer du téléchargement. Okay. Première activité qui dure toujours aujourd'hui, mais en tout cas qui a été standalone pendant 3 ans, je dirais. 2-3 ans. On est 2015? On est 2015 jusqu'à 2018. Jusqu'à 2018. Ouais. Okay. Jusqu'à champion du monde. Exactement, mais c'est marrant parce que toi t'as la rêve 2018, moi j'ai la rêve 90. Tu vois, j'ai encore 98 ans. Moi tu sais que toutes les années je suis en mode ok, donc là c'était l'euro, donc là d'accord, ok, non. À chaque fois. Bon, 2018 et là en fait j'ai l'opportunité et je rencontre un peu par hasard, même vraiment par hasard, Philippe Ginestè, patron de Jiffy, dont je parlais précédemment, qui avait lancé une application via son family office qui s'appelait Bravo Loto, qui était une loterie en ligne sponsorisée par la publicité. Ok, donc en gros, c'était pour les ancêtres, il y avait Banana Loto qui faisait ça 15 ans avant, mais en gros, tu pouvais jouer des grilles de loterie gratuitement et tu matais des vidéos, etc. en reward pour voilà. Et donc nous, on était prestataires pour eux, on faisait de l'acquisition pour eux. Et on monétisait aussi pour eux. Et finalement, comme on commençait à être une grosse quote-part de leur propre business et qu'ils avaient des grosses ambitions sur ce business, l'associé de Philippe Ginestè sur ce projet m'a dit « il faut que tu rencontres Philippe Ginestè ». Ok. J'ai dit « ok, très bien ». Et dans quelle optique? Il y a un rachat? Là, tout de suite, lui, tu sais, ils avaient pour eux, j'étais un petit poussé, on va le racheter vite fait avant que ça grossisse trop et comme ça, on s'embêtera pas, on n'aura pas une dépendance. Et à ce moment-là, on était 3, hein, tu vois, donc ça faisait peut-être on faisait 1,2 million ou 1,5 million de chiffre d'affaires, tu vois, on était dans ces là. Mais 3 ouais, non, mais après on était malin. Et ça restait un petit truc. Après, quand on parle de chiffre d'affaires, tu as après la marge brute parce qu'on achète quand même des emplacements. Donc tu vois, 1,2 million, tu as 40% en gros de marge brute, ensuite tu payes les salaires. Donc on était rentable avec un résultat qui était correct, mais ça restait une petite boîte. Donc vous avez monté ça et vous êtes resté à 3 pendant 3 ans. 3 ans. Enfin, on est commencé à 2, après on est passé à 3 au bout d'1 an et je pense qu'on est resté à 3 pendant 3 ans. Je te coupe et c'est voulu, mais on retombera sur nos pieds. Juste la parenthèse de l'association, tu les connaissais comment? C'était un mec dans mon ancienne vie qui s'appelle Gilles Perrin qui m'avait envoyé un mail un jour pour que je fasse la promotion de son site mobile qu'il avait développé. Et je lui avais pas répondu parce qu'en fait on faisait pas la promotion de site mobile, on faisait que les applications téléchargeables. Donc toi tu réponds pas. Mais je me souviens que j'avais trouvé ça bien fait. Et je lui dis toujours, je fais encore la blague parce que c'est vraiment lui un développeur très back et pas du tout front. Et je m'étais dit, c'est moche mais c'est bien fait. Et ça l'a suivi encore parce qu'il faut encore des trucs moches bien faits. Donc c'est pour ça qu'il arrête de faire. Il arrête de faire du front maintenant. Ça paraît le temps et tant mieux pour nous et pour tous. Mais bon, bref. Et du coup, j'avais pas répondu à ce mail. Et moi, je continuais à développer pour ma boîte. C'était encore ma première boîte. Parce que si tu veux, Mob Success, c'est ma première boîte.
Ça a été concomitant. C'est-à-dire que quand je sentais que la première boîte commençait à plonger, ou en tout cas était sur la fin, j'ai monté concomitamment Mob Success pour me dire, bah oui, parce qu'il fallait que je me paye. Parce qu'encore une fois, je me paye bien, machin et tout, mais j'ai rien d'avance, quoi. Donc en tout cas, très peu. Tu une boîte pendant 36 mois, mais en fait, t'es déjà... Mais ouais, je suis déjà, effectivement, pas le choix. Oui, enfin, gros paquebot qui était juste une boîte pour facture au départ et pour me dire que... Aujourd'hui, oui, comparé à ça, mais ok. Bref, et donc je réponds pas à ce mec, et 6 mois après, j'en ai marre de développer, je fais encore une connerie sur MySQL, enfin, je fais planter un truc, ça me saoule parce que je fais ça entre la compta et tout. Je dis, de toute façon, si je veux réussir à faire quelque chose, il faut que je m'associe avec un mec et que je fasse venir à bord. Et donc je l'appelle, 6 mois après peut-être, et je présente et tout, je dis voilà, je cherche un développeur, mais je cherche tout potentiellement un associé pour un nouveau projet. Et on parle, je pense, pendant 4-5 heures, et limite à la fin, mais en téléphone, hein, on se dit on va s'associer. C'est cool. Et il me dit par contre la seule condition, c'est que je viens de voir en Corse pour voir si t'existes vraiment. Il vient en Corse quelques semaines après, on se rencontre et on se dit on va bien s'associer. C'est un bon truc ça, non? Et tu t'es senti challengé ou pas? Alors... ça a été vraiment un élément aussi hyper marquant, c'est qu'à partir du moment où j'ai été associé, j'ai été aussi, je pense, beaucoup plus rigoureux pour l'autre. Parce que j'ai continué à gérer l'administratif. Quelque chose, en fait. J'ai continué à gérer l'administratif, tu vois, tout ce que je faisais très mal avant, finalement, je l'ai conservé. Et finalement, je l'ai très bien fait parce que je me sentais responsable vis-à-vis de lui de bien le faire. Et c'est là où il y a un côté émotionnel dont je te parlais, qui est de ne pas se sentir seul. Ça permet aussi de... Effectivement. Ouais, effectivement. Ouais, tout à fait. Et puis, t'as un devoir, tu vois, comme Mm-hmm. autant je suis un bordel, mais je suis pas un connard. Et donc, pardon, on a dit patronage. Mais du coup, je me devais pour lui d'être réglo, d'être rigoureux, que la boîte tourne, etc. Parce que lui aussi avait fait un pari finalement de le faire. Donc, voilà. Donc, Et donc, on s'associe comme ça. Et ce qui est très marrant, et ça fait rire aussi beaucoup de monde, c'est que finalement, on développe la boîte pendant 2-3 ans. Et je pense qu'on se voit 2 fois. Ah ouais, full remote. Ouais, full remote, Skype. 2015, on y est ouais, pas, hein. Skype. Skype, à l'ancienne. J'aurais pu dire MSN, Skype. MSN, on est vraiment plus vieux là. Et pendant 3 ans, on bosse vraiment que sur Skype et on se voit 1 ou 2 fois. Voilà. Putain, bref. Je pensais à MSN, je me dis quand même. Tu envoyé des whiz. Non, mais ils auraient pu mettre la vidéo et on l'utiliserait encore aujourd'hui. Bon, il n'y avait pas la techno. Mais Microsoft a racheté Skype. Et ouais, donc ils sont pas embêtés. Hein. Et au final, c'est. Ouais, c'est Slack. Ils ont quoi aujourd'hui, Microsoft? Non, c'est Slack, c'est Salesforce qui l'a racheté, je crois. Et Zoom. Après, ils ont Teams. Ah oui, non. Ils ont Teams. C'est nul, mais ils la mettent dans la suite Office, donc ils vendent à tout le monde. Ouais, même leur Slack interne est dégueulasse. Bon, bref, désolé si tu nous écoutes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde sur Teams avec la suite Office. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, Philippe Ginesté, il faut le rencontrer. T'as vu Non, mais je l'avais. Hein. J'allais dire, justement, après 3 ans, cette rencontre, j'allais pas me tenter sur le nom parce que je sais que j'allais l'écorcher. J'allais rester sur Jiffy, c'est Philippe Ginesté à l'envers. Ginesté, Philippe. Ok. Make sense. Voilà, c'est totalement. C'est l'histoire. Et donc, je le rencontre au Bourget. Il me dit, viens au Bourget. Donc, je pars de Bastia pour aller au Bourget parce qu'il avait son avion. Petit jet privé. Il avait son avion privé. Il rentrait, il passait par là. Et il me dit, t'as 1 heure. Et donc, je lui parle pendant 1 heure. Et là, c'est quand même la blague, c'est qu'il me dit, bon, on sait pas tout, c'est un personnage. Hein. Il est, pour le coup, en termes d'atypisme et autodidacte, un mec hyper sensitif et tout. Il me dit, on sait pas tout dit. Je pars à Megève pour mes séminaires d'été. Parce qu'il fait ses séminaires d'été toute l'année. Il a un chalet à Megève où il fait tous ses séminaires d'été avec les équipes Jiffy. Viens. Donc je prends son avion, je pars à Megève. Attends, tu pars avec lui dans le jet privé, je suis mort. Première fois de ta vie en jet privé. Première fois de ma vie en jet privé, évidemment. Okay. J'arrive à Megève et je me retrouve littéralement 3 heures après. Avec toute sa team. À faire la chenille avec le codir de Jiffy. Lunaire, on s'entend très bien, je reste 2-3 jours là-bas et finalement on se dit super, on s'entend et lui il est comme ça, on s'entend, on va s'associer. En gros, on va s'associer, on va faire quelque chose ensemble et donc aujourd'hui, à ce moment-là, on parlait pas du tout de ce qu'on a pu faire avec Jiffy ensuite, on parlait de cette application, Bravo Loto, etc. Finalement, le temps passe, pour plein de raisons, je peux pas, ça serait beaucoup trop d'en parler. Cette association autour de ce projet ne se fait pas vraiment. C'était quoi le projet? Le projet, c'est qu'on continue. Ouais, si nous rachète pour que. Tout Mob Success? Tout Mob Success, mais qui était rien. Ouais, c'était rien. Okay. Alors moi, je voulais pas. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle ça ne s'est pas fait. C'est qu'ils voyaient trop Mob Success comme un actif pour leur projet Bravo Loto. Et moi, je trouvais ça hyper réducteur parce que je pensais qu'on avait beaucoup d'autres choses à faire au-delà de ce projet Bravo Loto. Et même juste ça, c'est pas un super message qu'on te renvoie de te dire que si un Jiffy veut te racheter maintenant. Moi, j'ai toujours pensé ça. C'est quand on veut te racheter maintenant
Pour moi, je suis gourmand. Ouais. Je me dis qu'il voit quelque chose que j'ai pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et surtout que lui, ça a été quand même aussi un gros gain de confiance parce qu'en fait, ce qu'il voulait racheter, c'était pas Mob Success, mais c'était moi, entre guillemets. Moi, et tu vois, c'était, tu vois, c'est quelqu'un qui regarde C'est la personne task aussi. force, Ouais, en ouais, fait. voilà. C'est pas Donc, la techno ou les clients. Non, et puis il était pas capable, il est toujours pas capable, et c'est pas lui faire. C'est pas pour le critiquer, mais il est même pas capable d'en juger de la techno, tu vois. Il Ouais, a pas. ok. Donc, c'est juste qu'il voit une C'est un personne fit qui. humain, quoi. Ouais, c'est un fit humain et tout. Donc ça se fait pas autour de ça, mais finalement, je reste quand même dans ce giron de Jiffy avec lequel je continue un petit peu à collaborer. Ouais. Et j'allais être papa, donc tu vois, j'avance. Mon fils, il a bientôt 6 ans, donc il est né en 2019. Ouais, c'est ça. Donc, on était en ouais, dans 2018, ouais, ouais. et tu vois, j'étais pas mal en time. J'allais être papa, et au mois de mai, alors que la situation s'était pas faite et c'était un peu entériné fin d'année, tout allait bien, et j'envoie un Philippe, je suis en Corse encore une fois. T'as vu, je l'ai dit beaucoup de fois. Hein. Non, parce qu'après, je déménage, donc je suis plus en Corse. Donc, j'envoie un message à Philippe au mois de mai, mais en mode, tout va bien. Tout va bien, je vais être papa. Mais malgré tout, j'ai une sorte d'amertume ou de regret de ne pas m'être associé avec vous. Ok. Encore une fois, là, c'est pas du tout la valeur financière. C'était 8-9 mois avant. Hein, que le Ouais, c'était deal, 8-9 mois avant. Ouais, c'est ça, hein, tu vois, l'été, quoi. j'ai un regret, mais je vous appelle pas parce que j'ai un problème. Je vous appelle parce que tout va bien, mais parce que je regrette. Et là, il me rappelle 2 minutes Ça, après. c'est de l'opportunisme. Et là, il me rappelle 2 minutes après. Non, mais écoute. Et il me dit, Thomas, oui. Il me dit. J'étais en train de t'écrire un je message. suis en Corse du Sud. Est-ce que tu veux venir me voir? Mais improbable qu'il soit en Corse à ce moment-là. Je ne savais pas. Il va. Là, il m'envoie le jet. Non, là, je prends ma voiture. Ça va. Je prends ma voiture, je descends en Corse du Sud sur un joli petit bateau et pendant quelques jours et on réécrit un scénario d'association ensemble. Et là, beaucoup plus lié finalement à notre savoir-faire qu'à Bravo Loto, beaucoup plus entre guillemets en Aligné respect, en aligné intérêt. avec la vision, aligné en intérêt et tout. Et donc c'est le moment où on a fait en fait rentrer le Family Office au sein du capital de Mob Success. Comme un partenaire financier et industriel entre guillemets parce qu'ils avaient quand même les enseignes Jiffy qui allaient devenir en fait notre énorme terrain de jeu pour les années qui ont suivi. Pas de Jiffy, pas de Mob Success Group. Compliqué à dire, mais c'est de Mais l'opportunité. en fait, encore une fois, je pense que pas de rencontre avec Philippe Gineste, pas de Mob Success Group. Ouais. Voilà. Ok. Je parlais même pas de Jiffy ou d'opportunité business, Ouais, parce que etc. ça aurait pu- mais il a planté la graine. C'est une personne qui est hyper épatante et c'est un peu la première fois que je ressens ça. C'est hyper étrange. C'est quelqu'un qui envoie beaucoup de force sans le vouloir. Enfin, il y a des mecs qui font les motivation speech, machin et tout. Vas-y, tu vas gagner. Il fait rien, il dit rien. C'est un comportement, c'est une attitude, c'est ce qu'il dégage. Il envoie. En fait, on a l'impression d'être baqué. Et moi, encore une fois, il y a un truc un peu bizarre, c'est que j'avais perdu mon père quelques années auparavant. 2000. Pas durant 2000, je fais des bêtises, 2017. Ok. Donc tu vois. Ouais, un an avant Ouais, la non, en rencontre. 2015, j'ai une bêtise. Non, en 2015, j'ai perdu au moment où Mob Success a été créé. Ok, donc en filant la donc tu boîte vois, et 2-3 ans après, voilà. Donc finalement, tu vois, il y a aussi un petit côté père spirituel, même si on n'a jamais une connivence, tu vois, on a une intimité, mais en tout cas, ça me redonnait de la force d'avoir quelqu'un. Et puis pour moi, c'était une évidence qu'un mec qui était autodidacte, un peu fou, je suis désolé de le dire, mais qui a une certaine folie, un certain utopisme, tu vois, un sens un peu du grandiloquent, etc., me fasse confiance. Je me dis, c'est sûr que c'était mon seul destin, en fait. Tu t'es pas reconnu en lui? Parce que tu parles de folie, mais tu disais aussi au début que tu étais un peu marginal. Ouais, si, je me suis reconnu sur plein d'aspects. Si, je me suis reconnu sur plein d'aspects. On a des vraies différences aussi. Et puis, on a un parcours qui est malgré tout différent parce que lui, son histoire est folle aussi pour le coup. Mais ouais, c'était un sentiment, une sorte de soupape de sécurité dans l'entrepreneuriat, de te dire, ouais, t'es un mec comme ça à toi qui te fait confiance. Et après, je me disais, même si ce projet marche pas, tant que t'as sa confiance, tu pourras faire d'autres choses avec lui, tu vois. Donc il y avait quand même un côté Donc, pas d'échec, mais de l'apprentissage. voilà, pas d'échec d'apprentissage. Donc non, super rencontre. Okay. Et finalement, c'est là, c'est ce qui a été déterminant sur nos activités, c'est qu'à partir du moment où on a découvert en fait le groupe et Jiffy qui était le vaisseau amiral, qui était déjà un groupe de 450 magasins à l'époque, en forte croissance, super business, notoriété de marque énorme, Jiffy.
C'est une des deuxièmes marques les plus connues derrière Ikea en France. Enfin, Ok. donc, un énorme terrain de jeu, hyper bien réparti sur le territoire, mais très peu digitalisé sur sa communication, encore très dépendant, entre guillemets, du prospectus papier dans les boîtes aux lettres. C'est le fameux truc que tu reçois, un peu de télé, que tu reçois plus d'ailleurs, enfin qu'on reçoit de moins en moins en tout cas. Donc voilà, donc vraiment plein d'enjeux de digitalisation de la communication. Et c'est finalement ce mariage entre une boîte tech, marketing, performance, même si c'était autour des applications, comment faire un spin-off de ce savoir-faire de cette techno pour être au service de Jiffy dans sa communication dans un premier temps. Ça a été des use cases Jiffy sur les 3 branches. Alors tu vas comprendre, ouais, à ce moment-là, on a le marketing d'application, mais ils n'ont pas d'application directement de côté Jiffy. Par contre, ils ont des magasins, 450, et donc il y avait un business qui se lançait qui s'appelait le Drive to Store à l'époque, enfin qu'on appelle toujours un peu le Drive to Store, mais et donc finalement on a pris cette voie, mais on a voulu le faire aussi un peu différemment, et surtout comparativement avec les concurrents du moment. C'est que les concurrents étaient très orientés comment faire du drive to store, enfin comment monter un produit qui va rendre service à l'agence média, qui va elle-même vendre à l'annonceur. Okay. Et nous, et donc du coup, c'était très. Comment non, mais la secret sauce pour que les gens bougent leurs fesses. Non, mais si tu veux, c'est surtout que eux, c'était très lié à l'écosystème de la pub, alors que nous, on a monté un produit qui était très retail-centrique, où on a vraiment pensé retail. Moi, j'ai eu la chance vraiment de vivre au sein de Jiffy pendant quasiment un an et demi. Okay. J'y allais hyper souvent, ils sont à Villeneuve-sur-Lot, je discutais avec eux, tu vois, donc j'avais plein de feedback de comment penser un retailer, c'est quoi son mode de fonctionnement, comment tu dois le rassurer, qu'est-ce qu'il fait traditionnellement, finalement, quelle est sa communication historique qui fonctionne. Et donc, ça a été un énorme apprentissage. Déjà, on a eu un gain de chiffre d'affaires important, ce qui nous a permis de commencer à recruter des équipes. On a eu un terrain de jeu fantastique parce que, tu vois, c'était des vrais budgets, donc tu peux tester des vraies choses et tu peux avoir des ambitions sur les campagnes que tu lances. Ils faisaient de la vente en ligne ou pas du tout Non, pas du tout. Ils l'ont non, mais pendant le Covid c'est notre histoire. Mais... c'est pas notre podcast. Ok, j'ai compris. Non, parce qu'en fait, on a monté leur site e-commerce de vente en ligne pendant le confinement, un peu par hasard, parce qu'ils avaient besoin d'une solution. Et c'est une histoire de dingue. Ça a craché ou ça a explosé? Ah non, mais ça a été énorme. On a fait un site en une semaine. C'est pas une blague, hein, vraiment custom, parce qu'il y avait bien juste souci de gestion de stock et tout. Donc un truc vraiment juste pour pouvoir émettre ta prise de commande. Et je crois que ça a fait, je peux pas dire chiffre exact, mais ça a fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires le premier mois. Le premier mois? Ouais. Donc ils étaient, tu vois, donc ils ont, et tu vois, c'est Philippe qui avait parié sur la personne. Et finalement, Mob Success, c'est encore ça aujourd'hui. Tu vois, du coup, c'est moi qui parle de ma première histoire où je te dis qu'en gros, le Drive to Store se développe comme ça, mais à la limite, c'est pas très grave. Après, Story est né finalement d'un rachat d'une société qui était dans le giron de GPG, donc du Family Office, où l'entrepreneur initial était sortant, c'est pas très bien passé. Family Office a acheté des parts de la société, a investi. Chez Mob Success ? Ouais, tout à fait. Ils sont rentrés au capital en 2018. En même temps quasiment en même temps. Ça faisait partie un peu, tu vois, c'était un peu le deal global. C'est un peu une façon de s'approprier l'histoire. Nous, c'était un vrai pari parce qu'honnêtement... tu vois, c'est pareil. Tu l'as pris parce que Jiffy est rentré et que c'était un montage financier. Oui, et puis parce que surtout, je ne savais pas lever des fonds. Tu vois, je sais même pas, à l'époque, je sais un peu plus comment ça marche aujourd'hui. Tu t'en as parlé ou pas? De lever des fonds? Non, de l'association. Lever des fonds dans le cadre de ce deal, etc. C'était évident. Enfin, tu vois, ça n'a jamais été un sujet. Ouais, c'était une évidence, tu vois, dès le départ. De toute façon, Philippe, et puis Philippe, c'était un moment aussi où il avait quand même l'ambition de sortir un peu la tête de Jiffy, tu vois, de manière... et en fait, il se disait qu'il avait 5-10 années devant lui pour s'amuser, entre guillemets, avec des participations et son family office. Donc, tu vois, il a aussi envie de transmettre... C'est son family office? C'est son family office, oui. Quand t'as Jiffy, t'as un family office. Est-ce que c'est au premier client, Jiffy? Plus maintenant. Mais au tout début, oui. Au tout début, oui. Ok, et c'est ma dernière question là-dessus. À qui ça a mieux servi cette opération? À Philippe ou à Thomas? Et je parle d'humain. D'humain lié au business, etc. Humain, très certainement à moi. À toi, parce que moi, il a changé mon histoire et lui, j'ai pas changé son histoire. Il part peut-être à la retraite plus reposé qu'il ne le pensait il y a quelques années, non? Je sais pas. Non, mais si tu veux, ton impact. Il a découvert le digital en 2020. Non, je pense qu'honnêtement, tu vois, c'est difficile de. Si on parle d'un point de vue chiffré, si on va faire les comptes à la fin, je pense qu'en tout cas, ça a été
une opération bonne pour tout le monde et que ça a permis aussi à Jiffy. Mais encore une fois, on n'était pas seul, tu vois, parce qu'ils ont eu aussi une super équipe marketing qui était aussi innovante à ce moment-là, qui a été recrutée. Enfin, tu vois, c'est de la co-construction. On était un prestataire pour une enseigne qui est aussi très structurée. Donc, mais en tout cas, je pense que ça a été un bon pari pour lui, pour l'enseigne et pour s'approprier ces sujets. Et je pense que ça a été et moi en termes d'impact humain et de trajectoire entrepreneuriale, ça a été énorme. Alors qu'au final, au début, on parle de quasiment pas d'argent. C'est une rencontre. Je t'ai interrompu. Du coup, tu me disais qu'il y a eu le rachat. De Story, enfin l'ancêtre de Story. Voilà. Donc à ce moment-là, 2018, vous l'avez compris, on a. Il y a encore un autre rachat. On a l'activité de marketing d'application, on lance l'activité Drive to Store. Et finalement, on a l'opportunité de reprendre ce qu'on appelait un studio à l'époque qui s'appelait Richie, un entrepreneur qui sortait de l'aventure. C'était une boîte qu'il avait fondée dans sa family office et qui faisait des pubs pour Jiffy, pubs sur les réseaux sociaux. Et comme on gérait bien Mob avec eux, ils nous proposent de reprendre cet actif en associé pour essayer d'en faire quelque chose. Et nous, on se disait qu'on avait de toute façon le premier client de cette société serait Mob Success parce qu'on créait déjà des assets graphiques qu'on sous-traitait à l'époque par une société externe. Donc c'était une position verticale. Ouais, c'était très logique. Mais en fait, si on a réussi aussi, c'est parce qu'on avait un super patron pour la BU qui s'est lancé. Ok. Qui a géré tout ça, qui avait déjà fait ça précédemment et qui a réussi en l'espace, tu vois, je pense qu'on l'a racheté en 2019, je sais plus, ou 2020. Et tu vois, on est en 2024. Et donc, en 4 ans, il a passé la boîte de 2 personnes à 60 personnes. Moi, je le vois, mais j'ose espérer que c'est lié au CA. On est d'accord ? Ah oui, bien sûr. Oui, non, mais oui, tu vois, parce que ça peut rien dire aussi. Oui, non, ouais. 60 personnes, combien de startups pardon. Alors, effectivement, tout modèle Mob Success repose sur un modèle rentable. Rentable since day one ? Ouais. Ok, donc l'OP qu'il y a eu avec le Family Office... Tiens, j'ai cette question. T'as fait un cash-out ou pas ? Non, absolument pas. T'as jamais senti d'argent depuis le début de Mob Success ? Non, quelques dividendes à 2 ou 3 époques. Il n'y a pas un moment où c'est important pour toi de cash-out de l'argent ? Ouais, ça va l'être, mais... c'est pas encore le moment. Non, c'est pas encore le moment. Ton salaire te permet de vivre. Voilà, je suis vraiment... Honnêtement, j'ai quand même une situation qui est hyper privilégiée. J'ai pas besoin de plus, entre guillemets. Tu vois, mais même Philippe, il t'a pas dit de le faire. Je veux dire, par exemple, d'un entrepreneur qui en plus est investisseur à un autre, en général, on recommande un petit peu mais lui, alors, il est un peu comme ça aussi. C'est que lui, il a eu plutôt tendance à se reluire en permanence. Tu vois, parce qu'il a eu une histoire aussi assez folle à un moment donné. Je suis désolé, c'est moi qui vais du coup devoir parler d'un truc parce que du coup, je me rends compte quand je parle de tout le monde, j'ai quand même pas parlé de Xavier. Parce que Xavier, c'est important d'en parler. Parce que Xavier Dupont, qui est le... Regarde l'heure, quelle heure il est, il est quelle heure ? Ouais. Waouh, ça va hyper long. Il est 12:05. Non si... Du coup, il fallait vraiment je parle de Xavier parce que Xavier. 5 minutes. Ouais, t'inquiète. Je vais faire très vite. Désolé pour ton déj. Non, mais ouais. Il y aura peut-être un deuxième épisode. Je lui enverrai l'épisode pour lui dire que. Regarde pourquoi j'étais pas là. Xavier m'a rejoint en 2018, au moment où en fait il y a eu l'association avec Jiffy. Encore une fois, j'étais qu'associé à Gilles à ce moment-là. Gilles, c'est un geek dans sa grotte qui n'est pas entrepreneur, entre guillemets, de nature, que j'ai amené vers l'entrepreneuriat en tant qu'associé. Okay. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'étais quand même, du coup, un peu esselé dans les prises de décision. En fait, il me faisait confiance à 100%. J'ai appelé Xavier, qui était en fait un client que j'avais eu à 19 ans, qui a eu un parcours très classique, société de consulting, après, très classique, mais malgré tout brillant, où ensuite il a été DG d'une filiale d'Annan Jaune, ensuite il a été DG de chez Digitic à Marseille, qui est la billetterie en ligne. Donc super parcours, un coup de cœur humain quand j'avais 19 ans énorme, quelqu'un qui a jamais fait de jeunisme. Tu vois, moi j'en ai quand même beaucoup souffert du jeunisme parce que je prétendais entreprendre quand t'es quand même encore un gamin. Tu vois, j'ai toujours essayé de faire plus vieux, j'ai réussi, j'ai eu les cheveux blancs très tôt. Comme quoi, tu vois, le mental influence quand même malgré tout ton physique parce qu'a priori j'ai... bref, et tout ça pour dire que donc, du coup, je lui ai proposé de rejoindre l'aventure en 2018. Et puis après, de manière plus, on va dire de manière plus full-time en 2021. Et tu disais aussi quel est le rôle d'un associé tout à l'heure, tu vois. Donc, Gilles, ça a été ça a été un peu le génie technique de tout ça parce que moi, j'avais vraiment lâché le code à ce moment-là. Il a quand même construit beaucoup de choses. Et c'était la personne qui m'a amené la rigueur, en tout cas le devoir d'être rigoureux. Et Xavier, c'est... les BU, c'est... Xavier, c'est deux choses. C'est déjà il connaît la grosse boîte.
Donc malgré tout, tu vois, il a quand même ce truc-là de savoir comment ça fonctionne. Et surtout, c'est la confiance. Tu vois, c'est de se dire, en fait, on n'a jamais des arbitrages vraiment. Moi, il me fait full confiance aussi. Mais en fait, il valide. Enfin, il dit, ouais, ça c'est pas con, ouais, t'as raison, ouais, machin, ouais, truc. Et inversement, je peux le faire aussi. Et il challenge, mais no hard feelings, quoi. Ouais, non, mais c'est facile. C'est l'accent. Ouais, c'est très bon, j'ai le même que toi. Donc voilà, donc c'est aussi l'autre pouvoir d'un associé, c'est aussi quelqu'un qui te donne confiance. À deux, t'es quand même toujours plus fort. Et même dans des moments de tension, soit avec tes équipes, soit avec des partenaires ou avec ton actionnaire, bah, tu vois, la double tête, ça a quand même aussi du sens parce qu'à un moment, il y en a un qui peut aussi faire le pas, faire les choses différemment pour que ça se passe mieux. Tu peux pas faire l'unanimité. Tu peux pas être une personne qui incarne, entre guillemets, tous les courants de pensée. Et tu peux pas, je sais pas si les 180 employés arrivent à s'identifier tous au gourou aux cheveux gris. Non, je rigole, mais tu vois, parfois, surtout la tech, faut qu'elle soit s'identifier agile aussi, j'imagine. Ouais. Mais après, la tech est quand même très cool avec moi parce qu'ils savent que j'ai le backup. Voilà, je sais qu'ils savent que j'ai quand même un backup tech. Mais effectivement, tout ça fait que oui, on peut pas s'identifier à la même personne, on peut pas, on a besoin d'avoir plusieurs incarnations et aussi plusieurs. Je sais pas tout faire. Et Xavier sait faire des choses que je ne sais pas faire ou que je n'aime pas faire. Je te pose quelques petites questions, on termine sur ça. Rapide, hein. Je t'ai rien dit, tu sais que je t'ai raconté 10% de Mais tout. je sais, en fait c'est simple, tu vas très vite comprendre. Parce que si tu vas me raconter 10%, en fait je pense qu'il est intéressant. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment le lancement. Plus on a fait killer la boîte et remonter Mob Success. Déjà s'il faut faire un épisode 2 on le refera. La question est hyper simple, est-ce que tu peux me faire en 3 points les gros milestones atteints d'un point de vue CA? Donc juste qu'on comprenne, notamment après Jiffy. Ouais. En gros, c'est 30, je pense qu'on fait à peu près 30% de croissance annuelle en termes de chiffre d'affaires. Ok. Ce qui nous amène cette année autour de 50 millions consolidés groupe. Ok. Voilà. Et en gros, on doit continuer à faire une croissance dans ces eaux-là dans les prochaines années. Donc le tournant, c'est 2018. Il y a quand même eu un gros tournant. Il y a eu un tournant en 2018, mais finalement, tu regardes, on a été pas mauvais avant. Hein, parce que finalement, les taux de croissance... Alors effectivement, il y a eu un événement marquant. Mais finalement, tu vois, je crois qu'on fait première année 700, 1,4 million de 4. Et d'un coup, on fait peut-être 7. Ouais. Tu vois, d'un coup, on fait peut-être 7. Et oui, mais avec un invest. Oui, voilà. Aussi, ouais. Okay. Et là, la vraie target, tu vois, on n'en parle pas trop finalement. C'est ce qu'ils appellent le centaure. Là, tu vois, les 100 millions de chiffre d'affaires. Enfin, moi, j'ai toujours plus couru après ça. Je savais que je ne pourrais pas être une licorne de toute façon. Tu cours vraiment après ça, là, le 100 millions de Ouais, le 100 millions. Je cours pas après. En tout cas, c'est l'objectif. C'est de dire, on fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est pas, excuse-moi, hein, mais pour un business comme ça, où tu as aussi de la main-d'œuvre, où tu as de la tech, j'en sais rien, mais en tout cas, tu marges dessus. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre le bénéfice? Mais peut-être moins. Alors, de toute façon, on est dans une phase où. Comme métrique. La métrique qui est utilisée par tous les fonds, c'est maintenant ton EBITDA cash, donc même hors Prodimo pour ceux qui sont. Donc c'est parce que quand tu investis, tu peux aussi bien sûr, mobiliser une partie des investissements pour les répartir sur les années qui suivent. Donc maintenant, c'est même l'EBITDA cash. Donc aujourd'hui, effectivement. Vous êtes proprio de vos bureaux? Non, on n'est pas proprio. On déménage la semaine prochaine, rue Saint-Denis. On est très content parce qu'on double la surface. On a un super plateau. Cool. Donc ça fait plaisir. Et oui, tout ça pour dire que donc maintenant, l'EBITDA cash est le vrai indicateur financier. Par contre, en termes de taille de boîte, tu vois, pour que les clients, partenaires se reconnaissent quand même, le chiffre d'affaires reste quand même encore le truc qui a le plus regardé. C'est quoi la fourchette de l'EBITDA? Si tu peux. Non, mais je peux te dire, c'est des métriques qui sont assez classiques. Tu vois, je pense qu'on est. Je vais pas dire de bêtises, mais tu vois, on est autour de 8%, entre 8 et 10. Ok, de marge nette. D'EBITDA, pied de page, voilà, fin d'année. Ouais, je vois. Bas de bilan, je sais pas. Bas de bilan, je sais plus ce qu'ils disent. Mais... Vieilles expressions. Ouais, non, mais effectivement, c'est. De toute façon, aujourd'hui, c'est des métriques qui sont attendues, tu vois, sur le. En fait, nos boîtes doivent se normaliser d'un point de vue financier. Alors, et pour autant, si vous avez quand même un family office dedans. Je veux pas passer trop de temps là-dessus. Tu m'as pas répondu à cette question et c'est toi-même qui l'as posée tout à l'heure. Demain, il y a une offre et elle correspond à le statut de licorne, 1 milliard. Tu prends ou pas? Ah, on me donne un chèque d'un... Non, on te donne pas à toi. Tu m'as pas dit, mais j'imagine que tu as quand même une bonne partie du capital encore. On me fait passer licorne parce qu'on fait un invest de fou en pariant sur l'avenir? Pas un invest, un rachat. Un rachat. Donc ça veut dire que c'est un cash out pour toi. Après, oui, d'accord, ok, ouais, ok. Je t'ai dit 1 milliard, oui.
1 milliard, enfin, non, il faut pas que je dise ça parce que si on veut me racheter, ça, on ne proposera pas 1 milliard. Si tu fais 100 millions de chiffre d'affaires, tu ça vas pas être très long. Non, mais 1 milliard, honnêtement, d'un point de vue même éthique, de respect de l'argent, ça serait absolument fou de le refuser. Enfin, c'est-à-dire que parce que ça les vaut pas. Donc, j'ai cru que tu allais me dire je refuserai parce que ça les vaut pas. Non, mais ça les vaut pas et j'ai même pas, pour l'instant, je peux pas avoir la prétention de les valoir un jour. Tu vois, je peux avoir la prétention de valoir peut-être 150, 200 millions dans les 5 ans à venir. 1 milliard too much. Mais 1 milliard. Même un 150, 200 millions pour toi, sachant que tout de suite, non. Alors ça, par contre, tout de suite, non. Mais pourquoi ? Parce que tu comptes les faire dans peut-être parce que je compte les faire dans les 5 années à venir, on va dire. Donc je le ferai pas. Et puis surtout, je sais que le jour où je dois le faire, si j'ai envie de le faire, et encore une fois, peut-être que j'ai trouvé ma solution pour pas le faire parce que c'est un groupe. Donc, ce qui fait que peut-être que Mob Success dans 5 ans n'aura rien à voir avec le Mob Success d'aujourd'hui. Tu peux vendre des entités. Tu peux vendre des entités, tu peux surtout vachement diversifier. Ça se trouve, on fera des métiers qu'on n'a pas du tout identifiés aujourd'hui. Tu as quand même un énorme boom de l'IA actuellement qui a beaucoup d'impact à tous les niveaux dans l'écosystème publicitaire. Donc, il laisse place à. Tu vois, il y a aussi un peu ce renouveau. Donc là, je sens que j'ai encore de l'impact, j'ai encore plein de projets. Donc, je ne le ferai pas. Et surtout, ce que je ferai, c'est que je le ferai de concert avec beaucoup de monde. C'est-à-dire que, aussi bien d'un point de vue privé et même surtout pro. Tu vois, moi, j'ai des gens qui sont vachement donnés pour la boîte. Et en se donnant pour la boîte, ils se sont donnés pour moi à bloc aussi. Donc, si je leur dis, les gars, ça y est, moi, je suis riche, je m'en vais, bosser bien les 3 prochaines années, c'est pas très cool et je me sentirais quand même. Sans un rachat, t'es pas riche ? Non, mais après, riche. Quelle est la définition ? On vous connaît, les entrepreneurs. Alors, selon l'INSEE, je fais partie des 1% les plus riches. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire ? On en parle juste après. Tu as dit rachat, non. Moi, je voulais savoir, en fait, tout à l'heure, tu as parlé de moteur de vie, pas mission de vie, moteur de vie. On a aussi beaucoup parlé du fait de prendre une passion et d'en faire un business. L'humain change, ses émotions aussi, ses centres d'intérêt. Est-ce que déjà, définis-moi, c'est quoi ta mission de vie aujourd'hui ? J'aimerais comprendre qu'est-ce que... Comme je dis, j'avais pas le choix. J'ai dit que j'avais pas le choix d'entreprendre pour l'aspect financier de la chose. Mais peut-être que j'avais pas le choix d'entreprendre aussi pour l'aspect humain de la chose. Mec un peu introverti, un peu geek, du mal à accéder à l'autre, du mal à discuter avec l'autre. Donc finalement... Une appétence pour la Corse. Non mais finalement, mon entreprise, ça a été aussi le moyen de me créer un écosystème, tu vois, d'humains. Et d'avoir des gens avec qui collaborer. Et ça... Enfin, tu me verrais et me connaîtrais 15 ans auparavant, j'étais vraiment rien à voir. J'étais mais rien à voir. Avec à tout point de vue. Donc c'est ton développement personnel Ouais, c'est effectivement, ça a été créer une safe place, quoi, tu vois, pour moi-même. Créer un endroit où je me sens épanoui, et aussi finalement créer la boîte dans laquelle j'aurais peut-être été capable de travailler en tant que salarié. Tu vois, c'est aussi... Et ça, je pense qu'ils le ressentent vachement parce qu'on est quand même une boîte... Alors, tu vas me dire, c'est toujours compliqué à définir parce que tout le monde dit la même chose, mais quand même hyper cool, hyper libertaire, hyper... Je vais deviner le mot, mais je te laisse le dire. Non, mais... Bienveillant. Ah non, je ne dis plus. On l'a dit pendant 30 ans. Peut-être que j'aurais pas trop autre chose, mais je dirais... Non, mais je comprends ce que et puis surtout, jamais oublier que... Tu vois, moi, je me dis toujours, pourquoi les gens ont envie de bosser pour Mob Success ? Il faut aussi en fait, avant tout, il faut pas qu'ils disent je bosse pour Mob, ils bossent pour eux-mêmes d'abord. Donc bosser pour soi-même, c'est s'épanouir, gagner sa vie, avoir des objectifs. En fait, tu bosses pas pour une boîte, tu bosses pour toi-même. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères riche ? Excuse-moi, j'ai oublié de dire, c'est les questions du tac. Ouais, non, 5. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères heureux ? 6. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur t'apporte du sens dans ton quotidien personnel ? 9. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce quotidien d'entrepreneur est difficile ou te demande de l'effort ? 1. 1 ? Ouais. Ok. Et moi, c'est un peu ma dernière question. Je n'ai jamais posé celle-ci, mais après toutes les personnes que tu as rencontrées, et je suis sûr que tu as des références en termes d'entrepreneur, en termes d'humain. C'est qui la personne avec qui tu aimerais partager un dîner ou un podcast, peu importe ? Ce serait qui cette personne-là ? Pas facile. Je pense... Évidemment, rien n'est préparé. Ouais, non, je pense peut-être... Attends, je réfléchis. Je vais pas dire les bêtises parce que je pense que j'en vais en oublier plein.
Mais peut-être Xavier Niel. Xavier Niel. Ouais. Et ce serait quoi, ce serait quoi le sujet que tu aimerais aborder? Non, en fait, tu sais, J'ai pas son 06. Ouais, non, mais je dis Xavier Niel parce que finalement, je connais pas forcément, je connais peu son histoire. Mais en tout cas, je me suis raccroché parce qu'il a aussi, tu vois, si tu veux, entrepreneurial où il part d'un business un peu con, du Minitel, etc. Oui. Et finalement, moi, je pars d'un business un peu con, je t'en ai parlé, et je suis Il y a eu des emmerdes avec la police. Voilà, donc il y en a quand même quelques. Il y a eu. Quelques points communs. Ouais, c'est très présomptueux parce que je suis pas assez point commun. Mais en tout cas, on a eu un parcours entrepreneurial qui se ressemble, mais je trouve qu'il est, en tant qu'entrepreneur français, il a fait quand même du hardware, il a quand même révolutionné l'industrie. Je pense qu'il est méga intelligent, il est hyper agréable quand il discute. Moi, je trouve hyper. Tu vois, il est très plaisant à écouter. Donc, c'est juste pour passer un bon moment et je trouvais ça cool, quoi. Les amis, vous pouvez ne pas avoir le bac. Vous pouvez être déscolarisé à 17 ans. Vous pouvez vivre des choses comme la perte de votre papa. Vous pouvez planter une première boîte tout en remontant une deuxième et faire partie des 1% les plus riches selon l'INSEE. Si ça, c'est pas beau. Non, la chose qui m'intéresse le plus, c'est voir ce que tu racontes qui dénote avec qui tu es. Et je pense que tu es solaire et que tu racontes tout ça et que tu m'as l'air très heureux, en tout cas, ou épanoui. Et non, mais c'est vrai, je trouve ça hyper intéressant. Et on a peut-être passé beaucoup de temps sur d'où tu viens, mais ça n'a aucune importance de savoir qui tu es aujourd'hui si on ne sait pas qui tu étais avant. Oui, enfin, pour moi. Et je t'ai même pas dit, je dois finir là-dessus. On a quand même une nouvelle acquisition. On a une acquisition en juin, mais surtout, on a un nouvel actionnaire qui rentre. Et oui, on l'a pas dit. Allez, il faut quand même le dire. Donc, on va. Alors, je sais pas quand c'est que ça va être diffusé, donc je sais pas si ça va être annoncé. On s'arrangera. Bref, on a un fonds de growth, comme on dit, qui nous rejoint. De comment? De growth. Donc, c'est quoi? C'est la première fois qu'on fait. Voilà, c'est un process ça fait 1 an qu'on est dessus. Donc, on a fait ça de manière hyper cadrée, en mettant en concurrence pas mal de fonds pour. Donc là, c'est cool. C'est nous qui avons eu le choix en plus de notre partenaire. Ce qui est rare. Ce qui est rare. Et c'est aussi la banque Clipperton qui nous a accompagnés, qui nous a permis ça. Et puis la boîte qui était attractive qui nous a permis ça. Et donc, on a un super partenaire qui arrive, qui s'appelle Ciparex, et qui rentre dans le capital de la société. Nous, c'est une opération où c'est un moment, en plus, on se relue, tu vois, donc on cash out pas, on est là pour prendre encore plus de poids, le management, plus de poids. On associe des key people de la boîte. Trop cool. Donc, c'était aussi un enjeu et qu'on traîne depuis pas mal de temps, une sorte de dette morale qu'on avait et qu'on n'a jamais réussi à mettre en place pour 1000 raisons. Et Thomas fait son gros cash-out. Et non, mais justement, c'est ce que je te dis, c'est que je me relue. Donc, tu remets de l'argent au pot. Tu remets de l'argent au pot, je me réendette même un petit peu. Donc, tu vois, c'est que j'y crois beaucoup. Et c'est surtout un super partenaire qui fait qu'on ouvre un nouveau chapitre parce que c'est aussi plus de moyens pour de la croissance externe et pour des acquisitions. Jusqu'à présent, tu vois, tu veux des chiffres, on a fait des acquisitions, on parle de moins de 2-3 millions d'euros. Tu vois, c'est des trucs... Non, mais... Tu vois, quand tu entends les gros chiffres de la presse, limite, tu le dis à un journaliste, il ne reprend pas, il s'en fout un peu. Là, tu vois, c'est des acquisitions qui seront 5-10 fois plus conséquentes. Ils ont mis combien? C'est pas indiscret le fonds? Ou combien tu comptes annoncer? En tout cas, alors c'est une augmentation de capital. Ouais, en fait, c'est les tailles de tickets qu'ils mettent. Donc, c'est un fonds qui, tu vois, c'est un fonds de 300 millions de mid-cap qui met des tickets entre 10 et 30 millions d'euros. Et dis-toi qu'on est dans la fourchette du milieu. On est d'accord, juste pareil que c'est pas, ils n'ont pas leur VC Xange, c'est tout à fait. Ouais, ils sont pas loin de nos bureaux et franchement super partenaires et puis de l'humain aussi, des gens qui nous ont hyper conquis et très bizarre. Et je termine là-dessus, mais du coup parce que je vois plus parler du process, mais tu vois, c'est des gens. Et c'est là où tu vois et Mob Success, c'est aussi un peu ça, c'est une capacité à s'approprier des sujets. En fait, que tu connaisses, que tu saches pas, que tu saches. En fait, tu as la capacité intellectuelle, tu vois, de vite t'approprier un sujet, de te renseigner. Et eux, on les a vus une première fois. On a fait ce qu'on appelle des coffee meetings. Tu en fais 15 dans la semaine, tu rencontres 15 mondes, tu en parles 2 heures. On vous avait presque oublié. Je suis désolé, on vous avait presque oublié. C'est-à-dire que, tu vois, ils nous ont... Ils n'étaient pas experts. Non, ils n'étaient pas experts du domaine, ils n'étaient pas experts... Mais après, ils ont bossé. Et 2 mois après, ils connaissaient la boîte mieux que nous. Enfin, je grossis très, mais... Et surtout, ils connaissaient le secteur, ils avaient compris le secteur, les enjeux. Donc voilà, c'est pour dire qu'on est très content de les accueillir. C'est une super opportunité pour nous, un nouveau chapitre qui s'ouvre et j'espère que ça va nous aider d'aller encore plus vite. J'adore parce que dedans, tu dis en gros, et je t'en avais parlé tout à l'heure, et pareil, j'en parle aussi lors des entretiens aux gens en tout cas qui nous écoutent, mais l'association, ça fait plaisir d'être challengé. Ça fait plaisir d'avoir un fonds qui te dit « Ah ouais, cette KPI, Mais évidemment. » Et la deuxième chose, moi j'adore dire ça, mais j'en suis convaincu. Je te pose la question, dis-moi si tu es d'accord. Est-ce que le travail, et là couplé à l'humilité,
ne sont pas 10 fois plus forts que le talent. Ah, mais c'est... Oui, certainement. Oui, non, sûrement. Allez, Sûrement. Non, mais c'est Messi-Ronaldo, quoi. C'est... Donc c'est- t'es non, plutôt c'est- Ronaldo que Messi. Non, honnêtement, j'ai pas la... Il y en a un, on dit qu'il a plus de talent, mais il arrive pas à ce niveau-là s'il travaille pas. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a le truc qui est un peu plus inné, intuitif. Moi, je suis plus un intuitif qu'un bosseur. Ok. Hein. Ouais, je suis plus... Enfin... Je Bah, sais tu pas, peux être... Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux être intuitivement passionné d'un projet, d'un domaine. Donc ça, c'est presque la Ouais. personnalité ou quoi. Mais le travail, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est Ouais, ce qui oui, fait la c'est diff sûr. pour Et moi. puis c'est vrai que l'humilité, des fois, vient un peu en contradiction avec la confiance en soi. Et moi, tu vois, j'ai confiance en moi. Mais par contre, j'estime être relativement humble. Et surtout qu'il y a encore plein de gens qui me disent maintenant, bravo, t'as réussi. Mais j'ai l'impression qu'on me dit, t'as réussi au moment où j'ai fait le quart d'un marathon. J'allais te dire, Donc, quand tu signes un deal comme ça, Hmm. tu repars dans ta tête, t'es au moins pour 5-10 ans là encore. T'es Ouais, pas prêt ouais, de oui, partir. oui. Mais surtout que et puis surtout que là, le soir où j'ai signé, j'ai un petit moment de bad parce que je me dis, putain, ça y est, j'ai passé l'étape. Mais en fait, enfin, tu vois, un peu une bizarrerie, tu vois, c'est comme petit côté. Mais à la fois, j'ai déjà oublié le lendemain et je suis déjà sur Ouais, le mois de janvier 2025. Ok. Et voilà, donc. Bon, soit on fera un deuxième épisode, soit non, on se mais reparle je dans mérite 5 pas toute cette 10 ans. attention, hein, si on verra, on fera. Et t'as une idée de combien de temps ça fait? Je pense que ça fait une bonne heure et demie d'après. Ouais, ça fait une heure et demie. Mais tu vois, Bon, merci Bon. à tous de nous avoir écoutés, Merci surtout beaucoup, en tout merci cas. à Merci toi, à toi. cher Thomas. c'est très agréable. Et puis, franchement, je le dis, hein, moi, le but, c'est que ce soit une conversation humaine. On n'est pas sur une masterclass Ouais, de tout à comment fait. tu passes de Ouais. 3 à 180 Mm. employés. Je trouve ça hyper intéressant de comprendre une personne qui nous raconte son passé tout en Hmm. nous disant qu'il Oui. est quand même, qu'il a des belles OP, etc. Mais voilà, le but, encore une fois, c'est que vous tous qui nous écoutez, que vous puissiez vous identifier en fait au parcours de nos invités. Et j'ose espérer que Thomas, j'en suis convaincu, que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ton parcours. Et encore une fois, J'espère. moi, je termine avec ça. Je t'ai dit pas de gros mots. Un grand merde. Un grand merde à merci toutes les beaucoup. personnes qui peuvent douter. Grand merde dans vos projets. Et ouais, merci Eh à toi, ben, Thomas. à toi aussi, ravi de t'avoir rencontré. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de collaborer sur des choses. Oh, bah, si tu rencontres Xavier Niel, n'hésite pas. Allez, un grand merci à Merci vous beaucoup. et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Merci. Ciao, ciao.